Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, on est à Bahia au Brésil et on intervient ici dans le cadre du temple bouddhiste et indigène Patacho Nhenhen qui s'appelle A Gente da Praia, les gens de la plage. Alors pourquoi est-ce qu'on s'appelle les gens de la plage? Mais comme vous savez, j'ai eu ma première organisation en Nouvelle-Calédonie en 1995. C'était une école de bouddhisme et d'hindouisme. Qui était centré sur la tradition primordiale et René Guénon, avec un enseignement traditionnel de Kundalini Yoga et de bouddhisme. Et puis ensuite, en 1998, j'ai ouvert à Luxembourg le Dzogchen Centre Luxembourg, qui était un centre de bouddhisme tibétain de la voie de la folle sagesse, de la voie du Dzogchen. Donc en 1998, j'ai ouvert à Luxembourg avec une dizaine de comparses le Dzogchen Centre Luxembourg, qui était orienté autour de la voie de la folle sagesse, du bouddhisme Nyingmapa, du bouddhisme tibétain. Et dans ce cadre-là, j'ai connu Alexandra, que vous allez connaître aujourd'hui, et Corinne Bouty. On se connaissait avant, mais j'ai eu l'occasion, grâce à la Loge du droit humain, de venir à Bordeaux donner une conférence sur les 5 principes du Reiki et leur lien avec les 5 éléments du bouddhisme Bön du Tibet, et ce qu'on appelle les distorsions élémentales. Alors, on a continué à travailler ensemble. Et lorsque je suis arrivé au Brésil en 2015, eh bien, j'avais de plus en plus d'étudiants qui me demandaient de les recevoir ici, de donner des initiations, ce que je faisais à la maison. Et puis, j'ai ouvert une première chaîne YouTube où il y a eu environ 40 000 abonnés, qui a été un franc succès avant que YouTube la ferme pour dissidence médicale. Et donc, on a réouvert un nouveau centre en 2019 qui s'est concrétisé en 2020 puisqu'on a un temple bouddhiste à Paraty, on a un temple de 650-700 mètres carrés à Rio de Janeiro, on avait 2 restaurants, on n'en a plus qu'un, on est en partenariat avec d'autres personnes, on a un ashram à Rio de Janeiro et actuellement, on est dans un autre projet, un projet qui va se faire très certainement prochainement dans le Tocantins et un autre projet ici pas au Brésil, donc on est dans l'Aldeia, c'est-à-dire la réserve indigène des Patacho Nhenhen. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à travailler avec les Patachos? Eh bien, dans le cadre du bouddhisme, on rencontre beaucoup de personnes. Et puis, on a un accompagnement pour les personnes qui sont victimes d'abus sexuels, qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance, et les personnes toxicomanes. Donc, on aide ces personnes-là, qu'elles soient dealers ou droguées, généralement c'est les mêmes, qu'elles soient auteurs d'abus sexuels ou qu'elles aient été victimes d'abus sexuels. Souvent, c'est pareil, les victimes d'abus sexuels deviennent des auteurs d'abus sexuels. Donc, on a un accompagnement avec ces personnes. Et on s'est aperçu que les indigènes eux-mêmes rencontraient des difficultés pour s'exprimer sur leur propre religion, pour s'exprimer aussi sur le contenu de leurs initiations, et avec des problèmes de toxicomanie de la population indigène. Et donc, il y a un accord qui s'est noué entre les chefs des Patacho Nhenhen et ce qu'on appelle ici la liderança, c'est-à-dire les leaders indigènes. Et puis, on a fini par recevoir l'appui du gouvernement de Bahia, ici, dans le cadre de programmes au sein de la réserve indigène qui touchent à la spiritualité, qui touchent à l'accompagnement et à la prévention de l'abus sexuel des jeunes femmes et des jeunes hommes, et qui touchent aussi à la toxicomanie, et notamment à l'usage les drogues étant très peu chères au Brésil, on est environ à 2,50 €, 3 € par gramme de cocaïne, il y a une très forte toxicomanie. Donc, on a des programmes de prévention et des programmes d'accompagnement qui permettent aux gens de retrouver leur propre tradition spirituelle avec un très bon résultat. On a noué un partenariat aussi avec les indigènes du Gabon, que ce soit des Pygmées ou des Bantous, et on propose de l'iboga pour les personnes qui voudraient sortir, et ici du rapé, qui est une liane traditionnelle qui permet non seulement de sortir de la toxicomanie, mais de régénérer le système vagal et de permettre de contrôler ou de faire cesser des troubles comme la schizophrénie, comme les déficits immunitaires et comme les bouffées délirantes ou les bouffées de violence. C'est extrêmement efficace. Dans ce cadre-là, eh bien, le Reiki est tout à fait complémentaire. Le Reiki, c'est une médecine douce qui peut accompagner n'importe quelle autre médecine douce et même des médecines plus agressives. Moi, je connais des gens, j'ai eu un cancer, j'ai eu des amis qui étaient en chimiothérapie, que j'ai rencontrés à l'hôpital, je me suis aperçu que le Reiki leur faisait beaucoup de bien, même en accompagnement de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. On peut choisir des médecines douces ou des médecines modernes, on peut aussi cumuler les deux. Il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas rejeter ce qui est moderne et il ne faut pas rejeter ce qui est traditionnel. On peut unir les deux
pour plus de bien-être. Dans ce cadre-là, eh bien, on m'a souvent demandé des initiations de Reiki, parce qu'en plus du Naikan, du Gikai, du Yidam et de toutes les pratiques qu'on fait ici dans le centre de bouddhisme tibétain, eh bien, on a, et de la tradition indigène Patacho, j'ai souvent des demandes d'initiation au Reiki. Donc, j'en ai donné dans le milieu Patacho, en les adaptant à leur culture. Et puis, comme il y a environ 60% du public des chaînes et du public des cours qui est en Europe, eh bien, on me demande souvent où je peux aller. Alors, généralement, j'envoie vers Jordan, j'envoie vers Alexandra, j'envoie vers Corinne et j'envoie vers Pascal. Vous allez les découvrir au cours de 2 émissions. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez découvrir Alexandra et vous allez découvrir Jordan. Voilà. Bonjour Jordan. Bonjour à tous. Et on a Alexandra. Bonjour à tous. Vous allez bien les amis? Ben oui. Voilà. Alors, juste pour information pour le public, la vidéo, elle est enregistrée. Donc ensuite, eh bien, on va rajouter du programme. Vous allez avoir bien des petites vidéos sur le Reiki. Vous allez avoir du contenu de mes livres, de mes 11 tomes de Reiki médecine mystique de Mikao Usui qui vont apparaître en incrustation. Mais aujourd'hui, eh bien, pour les personnes qui voudraient apprendre le Reiki en France, eh bien, vous avez la possibilité de connaître 2 personnes en qui j'ai grande confiance et que je connais pour certains d'entre eux depuis des années. Alors, Alexandra, comment vas-tu? Très bien. Où es-tu? Je suis sur Flayasque, dans le Var. Toi, tu es dans le sud-est de la France. Oui. Voilà. Au soleil. Alors, les enseignements, ils sont donnés dans quelle langue? Ils sont donnés en français? En français, oui. Ok. Bonjour Jordan, et toi, tu es où, Jordan? Alors moi, je suis entre 2 régions. C'est la région centre, donc du côté de Montargis, et Bourgogne, donc Beaune. Et pareil, les enseignements sont sur les deux secteurs, et c'est en français. Ok, d'accord. Donc, si on est italien ou si on est anglais, est-ce qu'on peut s'intégrer à l'intérieur? Si on parle italien, anglais ou espagnol, est-ce qu'on a une possibilité de s'intégrer dans le cours? Compliqué, je ne suis pas du tout bilingue. Je parle que français. Alors moi, je suis bilingue, je peux parler italien. Voilà. D'accord, ok, très bien. Parce qu'on a des étudiants qui sont en Italie. Hein. Buonasera a tutti. Et donc, voilà. Donc, vous avez la possibilité, quel que soit votre endroit, et au Reiki, il y a une partie d'enseignement oral, mais il y a aussi une partie d'enseignement directement avec les mains, hein, et qui est le côté initiatique. Alors, généralement, dans le Reiki, on accorde beaucoup d'importance à la lignée. Le fait est, c'est que tous les intervenants qui sont aujourd'hui, on a été initiés dans beaucoup de lignées. Mais on a un point commun souvent, c'est qu'on a commencé par l'Ushui Reiki Ryo, c'est-à-dire le Reiki tel qu'il a été introduit en Occident par Awayo Takata et sa petite fille Phyllis Furumoto. Moi, c'est mon cas. J'ai connu le Reiki en 1983. Et eh bien, au début, on nous a présenté le Reiki d'une certaine façon. Alors, je vais vous poser une question très simple. Quelle est la forme de Reiki que vous pratiquez, Alexandra? Le Reiki Ryo, le TAT, quoi. Okay. Je suis beaucoup plus dans la pratique que dans l'oral. Ok. Voilà. Donc, un enseignement qui est l'enseignement tel qu'il a été transmis dans la lignée occidentale. Oui. Je sais qu'avec, puisqu'on est tous les deux des amis de Corinne, on se fait beaucoup d'échanges voilà. Interlignés entre soi. Et toi, Jordan? Moi, étant élève de Corinne, avant tout, et un enseignant de son école, c'est vrai que j'ai repris vraiment toute la trame, donc plutôt le Reiki Ryo, toute l'approche du TAT, et en même temps, j'ai ajouté les approches que je pouvais avoir par les autres lignées que j'ai suivies, le Jikiden, le Komyo, et aussi Patrice Gros, même s'il y a des choses que je ne peux utiliser que en consultation et des choses que je ne peux pas transmettre en enseignement, parce qu'il y a une règle, il y a une éthique, mais ça peut déjà donner une tendance et ça peut permettre d'approcher des choses d'une manière différente. Okay. Alors souvent les gens ils nous demandent un truc sympa, ils nous demandent et toi alors qu'est-ce qui t'a amené au Reiki? Alors c'est une question que je vais vous poser, on commence toujours par les dames. Alors toi Alexandra, qu'est-ce qui t'a amené au Reiki? En tant que naturopathe de base, je me suis dit bon il doit y avoir autre chose. Donc je me suis lancée dans librairie, me dire je cherchais quelque chose et là j'ai un livre de Mikao qui m'est tombé sur l'orteil, j'ai dit, bon, ben, c'est un appel, et voilà. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu ma première initiation en 87. Voilà, donc c'est pas moi qui ai appelé le Reiki, c'est le Reiki qui est venu à moi.
Ah bah, c'est formidable. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. Et toi, Jordan? Moi, je pratiquais le magnétisme au début et donc je cherchais une pratique qui puisse être un petit peu plus globale, la dimension du corps et de l'esprit. Donc j'ai rencontré le Reiki en 2006, pendant que j'étais en bac pro. C'était du côté du Puy-de-Dôme, donc Clermont-Ferrand. Et donc j'ai découvert le Reiki à ce moment-là. Ok. Alors évidemment, tous, on rencontre le Reiki, ça nous tombe un peu dessus comme ça, du jour au lendemain. Et puis, ça a un côté très transformateur sur nos vies. Vous avez quelques remarques à faire sur ce sujet, Alexandra? Et toi, Alexandra, faut commencer. Ah, ben moi, ça m'a créé un monde, hein. Je suis dans mon monde. Dès que je suis pas bien, j'emploie le Reiki, enfin le Reiki de partout, sur l'aliment, sur mes arbres, sur mes animaux, de partout. C'est une hygiène de vie hebdomadaire. Voilà. Et surtout, une façon aussi de devenir spectateur de la vie. Voilà. Ok. Ne Et pas toi, rentrer dans l'émotion. ah, super. Alors, on va approfondir ce côté-là des différents domaines qui sont traversés par. Et toi, Jordan? Je rejoins Alexandra avec ce côté d'hygiène de vie. Moi, ça m'a permis vraiment une ouverture, d'avoir un autre regard parce que la notion des chakras, je les avais pas. Enfin, il y a plein de concepts qui étaient dans ce Reiki que j'avais rencontré, qui était plutôt dans la lignée, on va dire, occidentale, moderne, mais ça m'a permis une ouverture et une sensation aussi de vouloir aller plus loin, contrairement à d'autres méthodes où on est formé en un week-end et puis hop, basta, c'est fini. Là, il y avait vraiment l'envie d'aller explorer, d'aller plus loin, de sentir que ce n'était pas quelque chose qui était juste de l'ordre de quelques jours ou quelques week-ends. C'était vraiment une étape de vie. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Mikao Usui, vous connaissez le livre bleu là de Mikao Usui. Donc dedans, il donne une interview. Alors, elle est intéressante cette interview parce que Mikao Usui, lui, il dit que c'est pas de l'hypnose, il dit que c'est pas du tai chi, il dit que c'est un truc naturel que tout le monde a. Et puis en fait, on l'a un peu oublié. On fait un peu que se remémorer des choses qui sont des choses tout à fait naturelles. Moi, j'ai vu des choses dans les campagnes, en Algérie ou même en France qui était assez proche du Reiki, mais aussi extraordinaire que le Reiki. Je dois dire que j'avais pas trouvé tous le Reiki, l'initiation de Reiki. Souvent, elle a été une charnière à l'intérieur de nos vies, surtout ceux qui se sont dédiés ensuite à enseigner le Reiki et à le pratiquer en exercice professionnel. Je vais vous poser une question qu'on me pose souvent. Et comment, Alexandra, comment toi, tu définirais le Reiki en général et ta pratique du Reiki? Ma pratique de Reiki, c'est comme si on se lavait les mains tous les jours après chaque besogne quotidienne. Voilà. Et le Reiki, c'est un éveil à nous-mêmes. Dans ce sens où, quelque part, on parle de âme à âme et non plus de quelque chose d'abstrait. C'est vraiment quelque chose qui rentre en profondeur. Quand on s'adresse à quelqu'un, on voit bien au-delà du physique. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un langage de âme à âme. Voilà comment je le définis. Ok, super, c'est intéressant. Alors, âme à âme, c'est-à-dire de mon âme à ton âme. On a un symbole qui ressemble un petit peu à ça dans le Reiki, hein, le 1 degré, hein, qui appelle notre côté Bouddha avec le côté le Bouddha des autres personnes. Et toi, Jean? Moi, vraiment, le Reiki, je le définis comme la possibilité d'accéder à notre énergie spirituelle. Vraiment, pour moi, la définition de Reiki, c'est ça, c'est énergie spirituelle ou énergie de l'esprit, ce qui permet vraiment de concevoir cet aspect impalpable, insaisissable qui nous anime, qui peut nous guider aussi, mais avec lequel on peut avoir tendance à s'éloigner, par exemple. Et le Reiki nous amène vraiment à nous relier, nous reconnecter à ça, donc quelque chose qui est plutôt naturel parce que c'est inné, c'est présent chez nous. Donc, c'est vraiment la définition que j'en donne, moi, énergie spirituelle. Alors, toi, Jordan, je vais apparaître à l'écran. Ouais. Toi, Jordan, qui a travaillé aussi avec le magnétisme,
Oui. Eh bien, est-ce que tu as ressenti, quand tu as pratiqué avant le magnétisme, en cabinet, ensuite tu as pratiqué le Reiki, est-ce que tu as ressenti une différence entre les deux techniques? Oui, alors même si la méthodologie en soi est quasiment la même, par contre, dans la mise en pratique, c'est différent. Je vais te prendre un exemple pour que ça soit concret, par exemple sur l'eczéma. Dans le magnétisme, c'est vrai qu'on peut avoir un effet très rapide pour soulager les symptômes. Par contre, dans le Reiki, ça peut être plus long parce qu'on va aller chercher les causes, mais les causes beaucoup plus profondes que celles que l'on peut aborder dans le magnétisme. Parce que si on est dans du magnétisme purement traditionnel, on va uniquement travailler l'aspect lié au système nerveux, on va travailler vraiment les problématiques, par exemple pour la peau, de pouvoir remettre la cicatrisation, je cherchais le mot, alors que dans le Reiki, on va vraiment aller plus en profondeur, chercher par exemple les distorsions qui peuvent être associées aux émotions. Donc c'est vrai que j'ai vraiment vu une différence entre l'une des méthodes, le magnétisme, qui va s'attacher plutôt au traiter les symptômes, et le Reiki, on est plus sur une approche globale. Même si on peut aller sur du symptomatique, on a quand même une dimension globale dedans. Et au niveau de ton bien-être personnel, parce que souvent les gens qui pratiquent le magnétisme, moi j'ai été aussi magnétiseur à une partie de ma vie, c'était un magnétisme un peu particulier, c'était dans le cadre de l'islam. Ma grand-mère était une thérapeute traditionnelle dans le cadre de l'islam en Algérie, et donc on avait des pratiques avec des prières en arabe, etc. Mais j'avais des moments de down. Comme généralement quand on fait du magnétisme, on utilise le chaud, on utilise le froid, ou on neutralise. Puis j'avais des moments de down, ou des moments où j'avais l'impression de me charger. Et par contre, moi dans le Reiki, eh bien j'ai jamais eu ça. C'est-à-dire que ça, plus je pratique le Reiki, plus je donne des soins, et plus je me sens bien en réalité. Et alors que dans le magnétisme, souvent j'avais ces impressions d'être vidé. Est-ce que toi ça correspond à ton vécu, Jordan? Pas exactement, parce que c'est vrai que j'ai tout de suite été bien accompagné par des magnétiseurs, par des pairs, et en même temps, j'avais des enseignements liés au bouddhisme, donc notamment sur la purification, sur l'accompagnement. Donc j'avais vraiment une pratique à côté. Mais ton ressenti, c'est celui que j'ai tendance à entendre et à partager avec d'autres personnes qui, quand ils commencent à pratiquer, n'ont pas nécessairement une méthode en complément qui vient leur permettre de bien se purifier, d'être présent à soi. Donc ça peut les amener à être dans un inconfort. Alors que dans le Reiki, c'est vrai que je n'ai jamais eu ça. Et toi, Alexandra, est-ce que ça correspond aussi à ton expérience? Est-ce que tu as pratiqué le magnétisme avant? Est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu as eu ces moments de down aussi? Comment ça se passe de ton côté? Alors, pas de magnétisme pour ma part, non. Beaucoup de méditation, donc c'est vrai que j'assimile beaucoup le Reiki à la méditation. Et ça veut dire que malgré tout, quand tu fais un soin, tu ne mets pas d'affect, ni sur toi, ni sur les autres. Et tu te recharges parce que quelque part, tu deviens spectateur de ta propre émotion. Et là, tu comprends beaucoup de choses. Voilà. Et ça, c'est le Reiki qui me l'a de plus en plus développé. Ok, super partage. Alors, maintenant, je vais vous poser des questions un petit peu plus techniques. L'un après l'autre. Alors, je vais vous poser des questions un petit peu plus techniques parce que souvent, les personnes me disent, voilà, ça se passe comment un soin de Reiki? Alors, moi, je dis, prends rendez-vous et puis tu verras bien. Voilà. Et souvent, les gens, après avoir reçu du Reiki, il y a quand même une part non négligeable des personnes qui veulent apprendre. Parce qu'ils se ressentent bien, ils veulent aussi trouver leur propre autonomie par rapport à ça. Alors toi, Alexandra, ça se passe comment un soin de Reiki avec toi?
Alors, concernant un soin, la personne prend rendez-vous avec moi. Voilà, elle vient, elle s'allonge. Je mets un peu de musique, un peu d'encens, une bougie pour qu'elle se déconnecte, pour qu'on soit conscient qu'on est malgré tout dans un monde invisible. Et je fais ma méditation sur le corps, j'impose les mains. Mais je n'ai pas de protocole, je sors du protocole parce que quand j'ai un ressenti au niveau de mes mains, le corps appelle et j'y vais. Voilà, tout Ok. simplement. Alors, c'est très intéressant. Attends, j'essaie de mettre tout le monde écran. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que, en réalité, il y a des personnes qui ont déjà eu des soins de Reiki, qui connaissent le Reiki. En réalité, on prend rendez-vous. Le praticien, le Reiki, c'est pas une secte, il n'y a pas de croyance Reiki, il n'y a pas de gourou Reiki, il n'y a pas de grand maître Reiki. C'est un truc qui est complètement libre. On est un praticien de Reiki. Il y a plusieurs niveaux dans la pratique, d'ailleurs. Ça a beaucoup varié au cours de l'histoire du Reiki. Mais quand on fait un soin de Reiki, on peut être assis, on peut être allongé. Le praticien, lui, il va poser les mains à distance du corps. C'est comme ça que tu pratiques, Alexandra? Oui, oui, à distance, bien sûr. De toute façon, je ressens beaucoup plus les choses à distance que sur le corps. Voilà. Ok, donc il y a des On ne praticiens qui touche pas. posent les mains, mais en règle générale, on reste à distance, ce qui était la Voilà. tradition au Japon. Voilà. Voilà. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, le praticien, lui, il y a une espèce d'échange d'informations entre la personne qui reçoit le traitement et la personne qui donne le traitement. Ah oui, il y a un transfert. Ah oui, oui. Systématiquement, on ressent les choses. Déjà, je vais te dire, c'est quand même un bonheur que la personne vienne à nous. Voilà. Qu'elle se prête à nous, qu'elle nous laisse faire. Et donc, il y a une connexion entre le corps qui se crée et les mains vont là où elles doivent être. Et ça, c'est toujours le principe Reiki qui fait que le Reiki va là où la personne en a besoin. Voilà. C'est pour ça que je veux pas, je fais un protocole, mais après, je suis en dehors du protocole, un peu plus loin dans le soin. Voilà. Oui. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais eu des soins de Reiki, il est vrai que le Reiki, c'est un art thérapeutique qui a été découvert assez accidentellement par Mikao Usui dans les années 1910-1920 au Japon. Et puis, au début, il s'est un peu demandé ce qui lui arrivait. Et puis, il a créé plusieurs façons au cours de sa propre existence à lui, avant son décès en 1926. Il a lui-même, enseigné de différentes manières. D'ailleurs, il a mis du temps à comprendre qu'il pouvait transmettre cette capacité aux autres. Ensuite, il y a eu des systèmes à 11 degrés, des systèmes à 3 degrés, des systèmes à 4 degrés, des systèmes à 9 degrés, etc. Ça a beaucoup varié. Ça varie beaucoup selon les écoles. Et puis, il y a ce qu'on appelle des protocoles. Alors, dans mon école, on enseigne trois protocoles. On enseigne le protocole de Madame Takata, qui est la japonaise qui a amené cette technique en Occident. On enseigne le protocole Hayashi, qui est son propre professeur, et on enseigne le protocole de Mikao Usui, qui est le fondateur du Reiki. Mais il est évident que les praticiens, au début, Mikao Usui n'avait pas de protocole. Il mettait ses mains spontanément en fonction de son intuition. C'est-à-dire que plus on va pratiquer le Reiki, plus on va se détacher du protocole. Mais au début, pour les nouveaux, bien souvent, il vaut mieux apprendre un protocole pour que les nouveaux ne soient pas perdus. Toi, Jordan, est-ce que ça correspond à ta façon de voir les choses? Est-ce que ça se correspond comment ça fonctionne avec toi? Un petit peu différemment d'Alexandra. Donc la personne, bien sûr, elle prend rendez-vous. Une fois qu'elle est là, il y a un entretien pour un petit peu définir quel est le motif de la consultation, quelle est sa demande, quel est son objectif. Moi, je ne fais pas nécessairement de séance assis en position assise, je fais plutôt en position allongée sur le dos. Et là, je vais, pareil que Alexandra, pas de protocole spécifique, mais je vais aller vraiment poser les mains sur les zones qui vont correspondre à des distorsions, ce qu'on peut appeler, ce que l'on évoque dans le Reiki comme des biocènes. Et on a deux méthodes par rapport à ça. On a la méthode de guidance intuitive et la méthode de perception. Donc, c'est vraiment la perception au niveau des mains qui va me donner des indications où je dois poser. Et par contre, voilà, je pose, il y a toujours un contact au niveau du corps. C'est vrai que, alors, je suis pas trop dans le corps, pas trop en dehors, mais il y a toujours une notion du toucher au niveau des séances, chaque fois que j'en fais. Ok. Alors, c'est important de comprendre que chaque praticien de Reiki reçoit grosso modo à l'origine la même formation.
Ça dépend un peu des écoles. Mais à part les écoles New Age qui sont vraiment un cas particulier, mais les écoles traditionnelles comme les nôtres, hein, on a été initié dans la succession des lignées japonaises. On ne mélange pas ça avec autre chose comme le Reiki Satya Sai Baba ou d'autres trucs. Nous, on fait du Reiki traditionnel japonais avec des techniques traditionnelles japonaises, mais chaque enseignant, il y a des enseignants, bien Alexandra, elle a une très longue pratique, donc elle s'est émancipée des protocoles et puis elle se laisse guider par son intuition et son expérience. Toi, Jordan, tu es un praticien un peu plus récent et toi, tu mentalises plus les choses et tu suis plus un protocole. Mais dans le Reiki, les deux restent parfaitement valables. Est-ce que c'est Alexandra, ça fait combien d'années que tu pratiques le Reiki? Depuis 84. Oui, on a commencé en même temps. Et toi, Jordan? 2009. Alors évidemment, la qualité dans le Reiki, ça dépend pas du nombre des années. Il y a des maîtres de Reiki, des enseignants de Reiki qui pratiquent depuis 30 ans, qui sont complètement incompétents, qui racontent des histoires à dormir debout. Et puis il y a des enseignants qui sont très récents ou des praticiens qui sont très récents et qui ont des choses très cadrées. Alors il y a des personnes qui ont tendance à présenter les choses d'un point de vue plus scientifique, plus médical avec des protocoles. Puis il y a des personnes qui sont plus dans la technique japonaise originelle, c'est-à-dire plus dans un art. Il faut savoir que cette dichotomie, elle est apparue dès le début dans le Reiki. Mikao Usui n'avait pas de formation médicale. C'était quelqu'un qui avait été un homme d'affaires, un homme politique, qui était son cousin, c'était l'empereur du Japon. Il venait d'une famille de métiers, de vendeurs de grains. Il a fait différentes choses au cours il a été secrétaire principal du gouverneur de l'île de Taïwan. Il a pas mal voyagé. Il était présent au congrès des religions à Chicago. Donc c'est un homme qui a beaucoup roulé sa bosse. Et puis à un moment, accidentellement, il avait un questionnement par rapport à sa vie. Il a trouvé cette technique et il était très dans l'accompagnement. Il avait reçu cette capacité. Cette capacité s'était réveillée en lui. Il était très intuitif. C'était un homme très simple, très humble. Mais la tradition nous dit que lorsqu'il devait prendre des décisions, il devait agir. Il avait une énergie à tout craquer, à tout péter. Et par contre, le docteur Hayashi, lui, il était acupuncteur. Il travaillait dans la marine. Il avait donc été médecin dans la marine. Il était acupuncteur. Il était aussi un chrétien méthodiste. Et donc, lui, il a eu une vision du Reiki qui était plus médicale, qui était plus lié à l'acupuncture, au système d'acupuncture. Il avait étudié la naturopathie, etc. Il avait une approche qui était plus médicale. Mikao Usui avait une approche qui était plus mystique. Dans le cas de Mikao Usui, c'est pour ça que j'ai appelé ma série de livres Reiki, médecine mystique de Mikao Usui, parce que c'est comme ça qu'il l'a défini lui-même. C'est quelque chose de mystique. Avec Shujiro Hayashi, qui est son successeur, c'est celui qui va diriger la clinique. Il est initié au Reiki 1 an avant la mort du docteur Usui. Il va diriger la petite clinique de Nagano, enfin la grande clinique, parce qu'on y recevait quelquefois plus d'1 millier de personnes. Et donc lui, il a développé un côté plus. Faire une petite pause. Ça, c'est la psychotronie antique. Alors au Brésil, on a des voitures qui passent avec une radio pour te vendre toutes sortes de choses, des oranges, des gousses, c'est à longueur. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Voilà. Donc, 1, 2, 3, on va reprendre. Donc, le docteur Hayashi, lui, il a eu une approche qui était plus méthodique. D'ailleurs, la méthode de Reiki, elle a été introduite dans la marine japonaise. C'est ce qu'on appelle les katsui. Donc, c'est les pratiques de premier secours qui étaient directement inspirées du Reiki. Et les grandes cliniques de Reiki qui sont construites au Japon après la mort de Mikao Usui, elles étaient toutes liées à des grandes bases de l'aéronavale japonaise. Voilà. Alors, il y a toute une légende sur le Reiki. Il y a plusieurs écoles. Nous, on a la chance tous les trois, et les autres personnes que vous allez voir dans des écoles traditionnelles. Mais il est vrai qu'il y a des écoles de Reiki qui sont un peu plus fantaisistes. Est-ce que vous avez du commentaire à faire sur En plus, on a un point commun tous les trois, c'est qu'on pratique le bouddhisme tibétain, tous les trois. On s'est intéressé au bouddhisme. Donc, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les formes de Reiki? On vous parle d'un tas de trucs qui est un petit peu New Age. C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Alors moi, oui, évidemment, j'ai vu plusieurs profs, maîtres, tout ce que tu veux, mais j'ai tout testé, mais je suis toujours revenue à l'enseignement de Mikao, parce que bon, ça me convenait pas. En fait, du moment que je ressens pas, je l'intègre pas dans mon cursus, c'est tout. Voilà. Mais je suis curieuse, voilà.
Si quelque chose me plaît, pourquoi pas? Tout simplement. Voilà. Après, bien sûr, on te parle de différents Reiki et tout ça, mais bon, pour avoir été une pratiquante de yoga, je te dire, dans le temps, il y avait un yoga. Maintenant, tu en as 36. Donc, pourquoi ne pas aller justement à la base plutôt que de faire des floraisons et tout ça tout autour du Reiki? C'est tellement simple. Voilà, on impose les mains, on donne, on reçoit, et puis tout simplement. Ça s'appelle le vase communicant et c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, tout simplement. Et toi, Jordan, par rapport aux écoles de Reiki, parce qu'il y a quand même des écoles de Reiki qui ont mauvaise presse, qui sont complètement liées au New Age. Alors, c'est pas inintéressant d'aller dans ces écoles-là. On peut aussi apprendre des choses. Il y a des praticiens qui sont très bons, hein, même dans le Reiki New Age, qui ont de très bons résultats dans l'accompagnement déjà. Mais il y a de temps en temps des problèmes qui se posent avec les histoires de réincarnation, avec les histoires d'anges, de maîtres ascensionnés, etc. Toi, c'est quoi ton vécu par rapport à ces formes plutôt déviantes de Reiki? Moi, quand j'avais débuté dans le Reiki, il y avait déjà ces formes de déviance où il y avait un mélange avec les anges, avec l'invocation de l'esprit de Mika Usui. Ensuite, il y avait tout ce rapport aux entités. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. En même temps, je dirais que ça a été une belle opportunité pour moi parce que ça m'a permis ensuite d'avoir des arguments. Le fait de l'avoir vécu, de mieux comprendre pourquoi il y a eu ces ajouts-là et pour quelles raisons, en fait, ils n'ont pas nécessairement d'utilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un florilège de Reiki New Age qui apparaissent de plus en plus. Alors, j'ai plus l'impression, moi, enfin pour ma part, qu'il s'agit d'utiliser le terme de Reiki comme un instrument de marketing, enfin quelque chose, un produit d'appel, parce que c'est un terme maintenant qui est un petit peu présent dans le milieu de la thérapie énergétique, de la spiritualité. Donc, c'est vraiment un mot maintenant, c'est bon, c'est rentré dans le langage courant. Mais il y a des pratiques où on peut poser des questions sur le bien fondé, sur le lien avec le Reiki d'origine, avec le rapport de Mika Usui et les enseignements qu'il a pu proposer. Donc, c'est toujours intéressant, je trouve, quand il y a des Reiki un petit peu plus New Age, de regarder qu'est-ce qu'ils proposent dans leur programme. Et bien souvent, on remarque qu'il y a peu d'éléments en lien avec Usui. C'est autre chose, donc ça fonctionne sûrement très bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que le problème, c'est de mettre le terme de Reiki dessus. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le Reiki, c'est très amusant parce que dans les enseignants de Reiki, vous avez aussi bien le docteur Barberis, qui est un professeur, qui est titulaire de la chaire de chirurgie cardiaque de Gênes en Italie, qui est vraiment une pointure dans le domaine de la chirurgie cardiaque et qui est praticien de Reiki, qui a émis des publications scientifiques sur l'effet thérapeutique du Reiki, notamment sur ses patients, et qui a proposé des explications au mode d'action du Reiki dans le domaine de la physique quantique. Et puis d'autre part, on a des gens qui sont dans des sectes comme Sai Baba ou des sectes hindouistes, etc., ou des formes de Reiki qui sont un peu assez stupéfiantes. Moi, je dois dire que quand j'ai commencé à écrire Reiki médecinistique de Mika Usui, c'était en 1995. J'ai enquêté jusqu'en 2009. Après, j'ai arrêté d'enquêter sur le Reiki. Donc, le livre a été publié. Il est mis à jour assez régulièrement, tous les 2-3 ans, tous les 2 ans. Mais j'étais assez surpris de voir des formes de Reiki où on rajoute des symboles, on rajoute des techniques, on rajoute des connaissances et c'est complètement déconnecté du Reiki d'origine. Alors, quand c'est du Reiki par imposition des mains, qui est le premier degré de Reiki, moi, ça me semble pas trop poser de problème. Mais par contre, j'espère que vous allez partager votre expérience par rapport à ça. On a un deuxième degré de Reiki et on a des techniques dites de deuxième degré où là, on a un accompagnement qui est plus de l'ordre psychologique et plutôt dans l'ordre de la psychothérapie. On peut être amené à donner des explications sur des blocages. On peut avoir aussi des perceptions de nature psychique, sur le mal-être et l'origine du mal-être psychique d'une personne. Alors, ça se passe comment pour toi, Alexandra, de ce côté-là? Alors, moi, je laisse la personne pendant le soin. Après, évidemment, on a un débriefing. Je laisse la personne parler. Je donne juste une ou deux phrases ou une voix. Mais par contre, j'interprète pas, je fige pas, justement pour laisser la personne réfléchir et s'auto-guérir toute seule. Voilà. Ok, toi, Jonathan, donc tu as fait tous les degrés des Reiki, mais dans d'autres écoles, notamment avec Patrice Gros.
Euh, tous plus ou moins, on a connu Nika Mokanu, donc on a c'est un prof de Reiki roumain qui a une très grande importance dans le Reiki occidental, mais il y a des gens qui ont, comme moi, qui ont reçu des enseignements de Frank Arjava Peter, et puis Corinne aussi, c'est le cas. Alexandra, je sais pas pour toi, mais bon, on a tous, il y a des gens qui sont très connus dans le Reiki, chez lesquels ben, on est qui ont eu une influence dans le Reiki, notamment Franck, il a eu beaucoup d'influence en Allemagne, ce qui a amené un certain nombre de connaissances sur le Reiki qui sont venues directement du Japon. Sa femme est japonaise. Et Hiroshi Doi aussi, qui a eu une certaine importance dans le Reiki occidental. Au niveau du deuxième degré de Reiki, toi Jordan, quelquefois il y a des manifestations psychiques chez les patients. Donc il y a des gens qui se souviennent, il y a des mémoires qui viennent, ou des traumatismes, ou tu es amené à utiliser les symboles du deuxième degré qui agissent plus sur la sphère mentale. Comment ça se passe pour toi? Okay. Comment ça se passe pour toi? Dès qu'il s'agit d'un travail sur la sphère psycho-émotionnelle, je vais laisser vraiment la personne tranquille, c'est-à-dire que je ne parle pas durant la consultation. Par contre, à la fin, je m'intéresse vraiment à comment elle a vécu la séance. Et c'est là souvent qu'elle va pouvoir exprimer différentes choses, ce qu'elle a pu voir, ce qu'elle a pu ressentir. Et à partir de là, je l'amène un petit peu à comprendre, mais à travers son langage, son vocabulaire, son expérience. Je vais juste lui donner quelques pistes de réflexion par rapport à ça, pour que ce soit elle qui puisse interpréter. Mais en effet, il peut vraiment y avoir des choses qui bougent durant la séance, qui mettent en lumière un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. J'essaye toujours de minimiser un petit peu, parce qu'il y a des expériences qui peuvent être un petit peu troublantes, des personnes qui peuvent voir des images, certains pensent à des vies antérieures, mais pour éviter que la personne rentre dans ce système de croyance, qu'elle puisse l'adopter, ou qu'elle rumine, ou qu'elle parte dans certains extrêmes, vraiment de la ramener dans son corps en lui expliquant que ça peut être des choses qui arrivent, mais on ne va pas aller les nourrir. C'est plutôt quelque chose qui arrive à cet instant T, qui donne une information qui est utile, mais on ne va pas non plus aller trop la nourrir. Parce qu'une fois qu'elle a été vécue dans la séance, en fait, elle n'est plus, je dirais qu'elle n'est plus accessible, elle n'est plus utile. Elle a été vécue à ce moment-là, elle a été travaillée, un point, c'est tout. Donc, dans la manière dont tous les deux vous pratiquez le Reiki, vous donnez les soins de Reiki par imposition des mains. Si je comprends bien, moi je fais le naïf, je fais le candide, je sais comment ça se passe, mais je suis obligé de faire le naïf pour les gens qui ne connaissent pas du tout le Reiki. Donc la personne va venir pendant 30 à 45 minutes, 1 heure, vous allez poser les mains à différents endroits du corps. Donc on dit qu'il y a des sensations de chaud, des sensations de bizarres à l'intérieur des mains. Voilà, ça porte un nom dans le Reiki. On va essayer d'éviter de donner du vocabulaire japonais, parce que ça fait un peu ésotérique dans le mauvais sens. Mais il y a un certain nombre de manifestations. Et puis on s'aperçoit que des fois c'est lié aussi à des troubles ou des traumatismes qui ont une source au niveau subtil, au niveau psychique, voire au niveau spirituel. Voilà. Et donc, il n'y a pas véritablement, dans la façon dont vous pratiquez le Reiki, le traditionnel, d'aspect proprement psychothérapeutique où on rentre dans une psychothérapie. Pas du tout. Oh, moi, pas du tout. Oui, pas du tout. Ouais. Alors nous, il faut savoir qu'ici, au centre bouddhiste, ici, quand il y a des problématiques qui sont levées par le Reiki, on passe au Naikan. Donc, le Naikan, c'est une psychothérapie qui vient de la même école que celle de Mikao Usui, l'école du bouddhisme Tendai, et qui est plus orientée d'ailleurs sur le récit. Voilà. Et puis, quand on est au terme du récit, donc on a le Reiki au début, on passe au Naikan. Quand on n'a pas obligé de passer au Naikan, c'est que la personne s'est soignée tout de suite. Elle s'est auto-guérie tout de suite. Mais quelquefois, on est obligé de rentrer plus dans une dimension psychothérapeutique. Et puis, quelquefois, au bout de la dimension psychothérapeutique, on rentre dans la direction, dans le sens de la vie, puisqu'il y a des personnes qui sont complètement paumées, qui viennent en soins de Reiki parce qu'ils se sentent mal. Après, on va dans le Naikan parce qu'il y a un besoin de psychothérapie. Puis après, on s'aperçoit que la personne, elle est mal intégrée socialement, ou elle vit mal son intégration sociale. Donc, on fait de l'ikigai, qui est une technique qui permet de voir ce pourquoi on est fait, et de trouver l'opportunité de vivre, de trouver sa passion, de voir si les gens ont besoin, la société a besoin de nous, et ce qu'on peut faire dans la société pour gagner sa vie avec ça. Nous, on fonctionne un peu sur ces 3 paliers. Mais il est vrai qu'en règle générale, le Reiki agit très bien au premier degré. Les problèmes spirituels et les problèmes psychiques se règlent dès le premier degré. Le fait est, c'est que tous les deux, vous pratiquez d'autres techniques à côté du Reiki, Alexandra? Alors moi, je fais beaucoup de méditation, oui, et je donne beaucoup d'exercices de yoga à faire en dehors, après la pratique du soin. Voilà. Mais les personnes, je les convie à venir 4 fois en soin. Donc, c'est vrai qu'au bout de 4 fois, 4 soins, tu balayes beaucoup de choses au niveau émotionnel.
Et donc, les 4 soins se font à 1 semaine d'intervalle, pas plus, pour éviter qu'il y a d'autres choses qui viennent encombrer. Et le fait d'être libéré, la personne devient beaucoup mieux dans sa valeur, en fait. Elle retrouve son essence. Et c'est vrai que je leur dis, regardez un peu votre enfant intérieur, parlez-vous de l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc, à proprement parler, le Reiki, c'est souvent une porte d'entrée en réalité. Oui. Où on ressent un bien-être au niveau physique et puis on peut aller vers d'autres techniques comme le yoga, comme d'autres techniques. Comme, je sais que tu es aussi naturopathe, Alexandra. Donc, nous, on a aussi Sébastien qui utilise le Reiki et souvent, la personne ressent le besoin de faire du jeûne intermittent ou du jeûne ou pas du tout. Voilà. Et toi, Jordan, ça se passe comment pour toi de ton côté? Alors, je peux utiliser d'autres méthodes, alors pas dans le Reiki, c'est vraiment quand il y a une consultation de Reiki, c'est du Reiki, mais selon l'objectif de la personne, l'objectif de la séance, je peux être amené à utiliser d'autres méthodes énergétiques, donc bien sûr un petit peu de magnétisme par exemple, et je peux avoir aussi des pratiques, mais plutôt issues du bouddhisme, pour travailler des aspects très spécifiques. Okay. Ok, très bien. Alors, on a aussi, j'ai déjà fait des émissions avec elle, donc je lui demanderai de venir plus tard en individuel. C'est Lydie Bonnet, son mari. Donc, lui, il travaille en médecine traditionnelle tibétaine, notamment avec les bols chantants. Et elle fait aussi l'EFT. Moi, c'est mon cas. Je me suis formé en EFT pour justement, et en hypnothérapie pour justement, avoir en complément du Reiki. C'est pas obligatoire. Quand on fait du Reiki, on fait du Reiki, mais le Reiki n'est pas sectaire. C'est-à-dire que si on a envie de prendre des médicaments, on peut prendre des médicaments. Si on veut faire du yoga, on peut faire du yoga. Si on veut faire du magnétisme, on peut faire du magnétisme. Donc, c'est pas une thérapie sectaire. Et même si, quand on pratique le Reiki, on a l'impression que ça suffit à soi-même, et très souvent, moi, je dois dire que je fais appel au Reiki tous les jours. C'est un art de vivre. Je suis en permanence dans le Reiki. C'est comme allumer la lumière. Au début, on allume la lumière, on l'éteint. Après, on a plus d'argent, donc on a les lumières allumées en permanence. C'est pas très écologique, mais en fait, c'est un peu ça dans le Reiki. C'est-à-dire que le Reiki, il est là en permanence. Alexandra, toi qui a une pratique de 40 ans de Reiki, pratiquement, le Reiki, c'est devenu un art de vivre pour toi? Ah oui, c'est hebdomadaire. Dès que j'ai même une pensée qui ne me convient pas, je fais du Reiki, j'appelle des symboles. Enfin bon, de moins en moins maintenant. Mais oui, ben bien sûr, bien sûr. Oui, et toi, Pareil, quotidien. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est qu'au moment où, quand on est un petit peu dans le métro boulot dodo, on peut oublier de faire certaines pratiques, mais ça nous rappelle vite à l'ordre, où on sent un état de malaise, de mal-être, on a l'impression d'être moins dynamique, que les choses sont moins fluides. Donc c'est vrai que j'apprécie le matin et le soir avoir une pratique un petit peu différente du Reiki. C'est vraiment agréable. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Alors maintenant, on va laisser de côté le Reiki en tant que thérapie ou en tant qu'art du soin. J'aime bien le mot art du soin, parce que finalement, c'est ce que nous disait Mikao Usui. Le Reiki, c'est un art d'être bien. Il disait, si vous êtes bien dans votre corps, vous allez bien penser. Si vous pensez bien, vous serez en bonne santé. Donc voilà, c'est un bon programme de se sentir bien dans son corps, bien dans sa vie, d'avoir une pensée juste, conforme à la vérité. Et du coup, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire on évite la colère, on évite de se faire du souci, on est dans la gratitude pour tout ce qu'on reçoit, on travaille honnêtement, on protège la vie partout où on est. C'est les 5 principes du Reiki. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la philosophie du Reiki, Alexandra, sur la philosophie du Reiki, les 5 principes? Ça prend encore comment chez toi dans ton école, puisque toi tu enseignes le Reiki en plus des soins? Oui, juste pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Et après, tu trouves la phrase qui te convient. Voilà. Ouais, c'est être dans l'instant présent. Et toi, Jordi? Tout à fait. Moi, j'aime bien garder en tête vraiment les préceptes comme antidote au mal-être, à la souffrance, ou au moment où on peut être parfois déconnecté de la réalité. J'aime bien me les réciter, surtout en japonais. Donc, peut-être un petit peu trop, on va dire, traditionnel dans mon approche, mais j'aime beaucoup les réciter. Ok. Alors, il faut savoir que quand vous allez voir un praticien de Reiki, il va vous poser les mains, il va aussi utiliser des symboles de traitement, notamment pour l'aspect plus subtil, plus mental. Il y a aussi des traitements à distance. Peut-être on aura l'occasion dans les minutes à venir de parler de ça. Vous recevez les personnes en cabinet, mais est-ce que vous faites des traitements à distance? Alors,
Oui, moi j'en fais, mais à partir du moment où je connais la personne. Si je connais pas la personne, je lui demande de m'envoyer une photo, mais c'est très très rare. Je préfère connaître la personne. Et toi, Jordan? C'est pareil, dans l'accompagnement Reiki à distance, je préfère connaître la personne ou qu'elle soit déjà venue une fois pour vraiment pouvoir continuer à l'accompagner lorsqu'elle ne peut pas venir ou lorsqu'il y a vraiment un cas d'urgence, par exemple. Mais ça peut m'arriver aussi pour les personnes qui sont vraiment éloignées, qui font partie de la famille de différents consultants, où je peux être amené à accompagner à distance sans problème. Alors, il y a une technique de Reiki qu'on appelle le Reiki Mawashi, ça veut dire Reiki en groupe. Mais le Reiki Mawashi, on peut le faire ensemble, hein, quand on est ensemble physiquement, mais on peut aussi le faire à distance. D'ailleurs, nous, sur notre groupe, on a un groupe WhatsApp et un groupe Telegram où il y a 600, 700 personnes. Et donc, de temps en temps, quand il y a quelqu'un qui en ressent le besoin, eh bien, on fait, toutes les personnes qui sont pratiquantes, ou même les personnes qui sont croyantes, vont prier ou faire du Reiki pour cette personne. Moi, j'ai de temps en temps, et ça m'arrive d'avoir des soucis, d'avoir besoin d'être soutenu par mes étudiants et mes amis, et j'en ressens beaucoup de bien-être. Est-ce que vous, individuellement, vous participez à ce genre de groupe ou d'opération? Ben oui, tous les dimanches soirs à 18h, j'envoie du Reiki à la planète. Voilà. Donc, systématiquement, j'en envoie à tout le monde. Voilà. C'est bien, Alexandra, très disciplinée, parce que c'est une des règles du Reiki, c'est tous les dimanches soirs à 18h, du faire du Reiki à la planète. Oui, parce que ça fait partie du Reiki, tout ça, avec notre petite bougie. Voilà. Et c'est comme ça depuis 1919, depuis la création du Reiki par Mikao Usui. Et toi, voilà. Donc, moi, je faisais partie. Quelque part, on suit la source. Hein, voilà. On alimente le feu. C'est tout. Et toi, Jean-Paul? Moi, je faisais partie à l'époque de certains groupes comme ça pour envoyer du Reiki. J'ai arrêté. Par contre, je continue toujours d'avoir une pratique de dédicace, en fait, après chaque méditation, chaque protocole que je peux faire. Il y a vraiment cette idée d'une dédicace en visualisant toutes les personnes, on va dire tous les êtres sensibles, afin qu'ils puissent bénéficier des bienfaits de la pratique. Mais c'est vrai que de moi-même, de faire vraiment quelque chose qui est établi, par exemple, pour le dimanche soir, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas. Ah, on a pris, Jordan est très discipliné, on l'a pris en défaut. Voilà, alors c'était un des vœux originaux de Mikao Usui, c'est que le dimanche soir à 18h, et Madame Takata et le docteur Hayashi ont suggéré ça, c'est qu'on puisse penser aux autres chaque dimanche soir à 18h, au coucher du soleil, notamment à penser à... Alors, ça correspond aussi, pour ceux qui sont bouddhistes, au vœu d'Amitabha, c'est ce qu'on fait le dimanche à 18h, c'est les vœux d'Amitabha, c'est-à-dire le Bouddha de la lumière et de la vie, et qui apparaîtra à la fin des temps pour sauver les êtres humains qui sont bons et qui pensent à lui, c'est de penser à tous les êtres bien qui ont besoin de notre amour, de notre compassion, de notre présence et de notre amitié. Alors, on va laisser de côté l'aspect du Reiki par imposition des mains et du Reiki à distance, puis on va rentrer dans l'initiation de Reiki. Alors, l'initiation de Reiki, grosso modo, le rituel d'initiation et le symbole d'initiation, il est le même dans toutes les lignées de Reiki depuis Mikao Usui. Il y a toute une littérature sur l'origine des symboles. Alors, je dois dire que quand j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que ces symboles, d'où ils sortaient, avait sorti cette usine à gaz, qu'est-ce que ça signifie en japonais, etc., je dois dire que ça m'a pris 20 ans. Voilà. Et je remercie d'ailleurs tous les praticiens de Reiki qui n'ont pas gardé l'information pour eux et qui l'ont partagée. Je pense que c'est aussi une chose très importante, c'est que dans le Reiki, c'est pas une structure pyramidale, il n'y a pas de grand maître de Reiki, même s'il y a des gens qui de temps en temps ont fumé un joint ou ils en ont pris de la bonne et qui se déclarent grand maître d'une grande institution internationale. Ça n'existe pas dans le Reiki. On est tous égaux, on est tous des praticiens à titre égal. Qu'on ait le premier ou le troisième degré de Reiki, on est un praticien de Reiki. Sauf qu'il y a des gens qui se sont dédiés à enseigner le Reiki, à transmettre l'initiation. Alexandra et Jordan, je vais faire le naïf. Alors vous, est-ce que vous donnez des initiations de Reiki, Alexandra? Oui, bien sûr, je donne des initiations. Au premier, il y en a 4. Au deuxième, il y en a 3. Au troisième, il y en a 3. Et au 4e degré, il n'y en a qu'une. Voilà. Ce qui correspond au symbole que je transmets pendant les initiations. Et le 1er degré, où il n'y a pas de... Bon, il y a juste le symbole Reiki.
où il y a 4 initiations, c'est pour que le Reiki vienne à la rencontre de chaque cellule de la personne. Voilà. Ok, donc Tout toi, Alexandra, simplement. tu es dans le système traditionnel à 4 degrés. Premier degré, donc on apprend le Oui. soin par la position des mains. Deuxième degré est le symbole du Reiki et les 5 principes. Deuxième degré, on apprend les 3 symboles du deuxième degré. Non, Troisième, non. non. Dans le premier, je donne que le symbole Reiki. Ok. Voilà. Qu'il soit comme ça, il est bien intégré, si tu veux, et chaque fois qu'on fait du Reiki, on le visualise. Dans le deuxième, tu as les 3 symboles. Mhm. Dans le troisième, tu as les 3 symboles aussi. Le quatrième, tu as le 4e symbole. Voilà. Et le 4e degré, c'est quand la personne veut transmettre le Reiki. Ça fait partie de la maîtrise. Ok. Et toi, Jonathan, c'est comment dans ton système? Jordan. Qu'est-ce que j'ai dit? Jonathan, c'est pas grave, écoute. Jordan, excuse-moi. Alors, on va recommencer. Et toi, Jordan, comment c'est dans ton système? Alors moi, il y a une initiation par jour, pas plus. Pas d'usage de symboles. Enfin, dans l'école avec Corinne, c'est comme ça que je l'ai appris. Pour le premier degré. Pour le premier degré, il n'y a pas de symbole. Et c'est sur 2 jours, enfin 4 jours, parce qu'il est découpé en deux phases. 2 jours où on apprend vraiment les bases du Reiki, les fondements, les fondations, et comment pratiquer sur soi. Et les 2 autres jours, c'est vraiment des pratiques pour intégrer les techniques japonaises et en même temps la pratique sur autrui. Voilà, donc chaque jour, une initiation. Pour le deuxième degré, c'est sur 3 jours, donc là, une initiation par jour en lien avec les symboles. Et pour le troisième niveau, le symbole de maître est transmis, une initiation aussi. Donc toi, tu fonctionnes sur 3 niveaux, Shoden, Okuden et Shinpiden, c'est ça? Alors, Shoden, Shuden, qui sont ensemble, Okuden, Koki, Okuden, Zenki, donc sur 3 jours, et Shinpiden. Ok. Alors, pour faire simple, Shoden, c'est le niveau élémentaire, Okuden, c'est le niveau secondaire, et Shinpiden, c'est le niveau de maîtrise. Alors, chaque enseignant s'organise un peu comme il veut. Moi, je suis passé comme vous, on est passé par plusieurs écoles. On s'aperçoit qu'il y a des écoles qui sont sur beaucoup plus de degrés. Mikao Shui, à un moment, en 1923, 24, il a donné des initiations où il y avait 11 degrés. On a des preuves de certificat de cette époque-là. Puis il a revu un petit peu les choses et en reprenant un petit peu tout ça, en essayant de voir le parcours de Mikao Shui avec toutes les personnes qui ont été initiées, je me suis aperçu qu'il s'était beaucoup inspiré du Reiki Kanjo, qui est un texte, ou Reiki Ki, qui est un vieux texte traditionnel japonais qui, en règle générale, structure tout l'enseignement. À partir du moment où on veut qu'on apprenne la pétanque ou qu'on apprenne le Reiki au Japon, on suit un canevas de progression qui suit aussi la franc-maçonnerie qui est apprenti, compagnon, maître, hein, grosso modo, et on suit à peu près ce schéma dans le Reiki. Alors, il est vrai que chaque enseignant, en fonction de l'école dans laquelle il est et en fonction de son expérience. Et ce dont je m'aperçois, c'est que plus on est ancien, plus on a sa propre pratique du Reiki. C'est ce que demandait Mikao Shui, qu'on apprenne la base, mais qu'ensuite on ait sa propre pratique du Reiki. Ça, c'est important. Donc, il y a des personnes qui sont plus dans une structure figée, ce qui est ton cas, Jordan. Et puis, ça ne sera pas Jonathan, ça sera Jordan. Et toi, Alexandra, ça fait une 40aine d'années que tu pratiques le Reiki, donc tu es plus souple au niveau de l'organisation interne des degrés. Mais de toute façon, ça reste valide, c'est-à-dire que chaque école, en fait, on n'apprend pas les mathématiques de la même façon dans une école privée, une école publique, ou en France, ou au Brésil, etc. Donc, c'est normal que chaque école ait son propre mode d'organisation. Voilà. Alors, vos étudiants, ils sont, c'est généralement des gens qui ont pris des soins et après qui demandent l'initiation. Ça se passe comment chez vous? Vous demandez à faire d'abord des soins avant l'initiation de la personne? Comment ça se passe, Alexandra? Oui, alors, c'est d'abord des soins. Et s'il y a une personne qui me demande de faire une initiation, je lui demande de venir faire un soin avec moi pour qu'elle me connaisse, pour voir si on correspond l'une à l'autre. Et pour moi, c'est très important parce qu'il peut y avoir une antipathie ou quelque chose qui passe pas. Et je veux pas rendre prisonnière pendant 2 jours une personne. Et moi aussi, si je sens pas la personne, je vais pas prendre plaisir à donner ce que j'ai envie de donner. Voilà, tout simplement. Et toi, Jordan, pardon.
Il faut au moins qu'il y ait un petit entretien avec la personne, enfin un échange pour lui expliquer ce que c'est. Il peut y avoir une séance aussi découverte. C'est pour ça que j'avais commencé à réfléchir à faire des ateliers découvertes où les gens pouvaient vraiment venir poser des questions. C'était vraiment ouvert à des non-initiés, ce qui permettait un petit peu de sécuriser, de rassurer sur le sens de la pratique et sur ce que je pouvais proposer. Très bien. Alors maintenant, j'ai une question un peu vache. Est-ce que le Reiki est une secte? Je te dirais non. Alexandra, honneur aussi. Mais non, parce que la personne, elle vient à toi et elle repart et tu peux très bien ne pas la revoir. Donc, il n'y a aucune attache dans le Reiki. La personne, elle reçoit, elle s'en va et puis c'est tout. Il n'y a pas de lien entre une personne et moi, et la personne qui donne. C'est tout. Donc, il n'y a aucune secte. De toute façon, qu'est-ce que c'est qui crée les sectes? Ce sont les personnes qui viennent à toi, vers toi et qui te mettent sur un piédestal. Et c'est ça qu'il faut refuser, tout simplement. Voilà. Bah, en règle générale, quand quelqu'un nous met sur un piédestal, c'est qu'on est un nain. C'est-à-dire pour être à la hauteur. Oui, tu as raison. C'est pour ça que quand on me dit tu es maître de Reiki, oui, 1m60, je fais. C'est ce que je dis aussi. Je dis non, moi je suis une centimètre ou un millimètre. Et toi, Jordan? Pareil, pour moi, le Reiki n'est pas une secte. Par contre, on peut avoir des dérives sectaires de part des enseignants, de part des praticiens qui peut être un petit peu borderline sur certains aspects. Mais en lui-même, le Reiki n'est pas du tout une secte. Les personnes sont libres, c'est une approche en plus qui est laïque. Et c'est vraiment un aspect en plus dans les enseignements que j'essaye de mettre en place. C'est cet aspect laïque ou d'avoir un vocabulaire qui soit ouvert et qui, même s'il y a des notions bouddhistes, de vraiment de le rendre accessible à tous pour pas que ça soit gênant peut-être pour des personnes. Alors effectivement, le Reiki, ça vient du bouddhisme. Nous, on est un peu embêtés dans notre école parce qu'en fait, toutes les techniques de base qu'on utilise, elles viennent toutes de la même école du bouddhisme, que le bouddhisme Tendai. Alors, quand les gens s'aperçoivent que tout ce qu'on fait, c'est du bouddhisme Tendai, ils me finissent par me poser la question, mais vous avez fait du bouddhisme Tendai? Je dis non, moi, je fais du bouddhisme tibétain. Voilà. Alors, évidemment, derrière, on me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas fait du bouddhisme? J'ai dit, j'ai préféré faire du bouddhisme Shingon. On me dit, ça alors. Et voilà. Alors, il y a trois grandes écoles de bouddhisme au Japon, le Tendai, le Shingon et le Zen, qui est le plus récent. Voilà. Mais elles sont toutes basées sur l'enseignement du Bouddha et l'enseignement des disciples du Bouddha. Donc, on a exactement la même base. La différence, c'est que le bouddhisme Shingon valorise plus un personnage qui s'appelle Vairochana, le Bouddha blanc. Et dans le bouddhisme Tendai, on valorise plus un Bouddha rouge que le Bouddha Amitabha, qui a un visage rouge, qui vit dans une terre pure. Voilà. Mais dans le Reiki, en fait, l'aspect bouddhiste a été complètement gommé par Mikao Usui, qui n'a pas souhaité que les personnes deviennent bouddhistes, qui a préféré plutôt avoir quelque chose d'universel. Est-ce que vous faites des référents, ou Alexandra, et ensuite Jordan, est-ce que vous faites des référents au bouddhisme dans votre pratique ou dans vos enseignements? Ah oui, moi j'en fais, ne serait-ce que pour l'approche des symboles, je leur explique. De toute façon, avec le bouquin que tu nous avais filé et tout ça, les distorsions et la calligraphie et tout ça, oui. Mais après, comme je dis, on est obligé de parler de l'essence du bouddhisme parce que ça fait partie de la source. Mais après, chacun fait ce qu'il en veut. Voilà. Mais c'est comme les techniques japonaises de Reiki qui viennent aussi de cette énergie samouraï. On est obligé d'y mettre toute notre conviction au niveau du ki pour le transmettre. Mais après, chacun fait à sa façon, tout simplement. Mais tu peux pas, enfin, moi, je peux pas passer à travers le bouddhisme quand j'explique mes symboles et même ma façon de penser. Et toi, Jordan? Pareil, enfin, je pense que c'est important d'avoir l'arrière-plan culturel, philosophique et spirituel du Reiki, donc le bouddhisme, le shintoïsme, d'avoir quelque part des précisions, de donner un petit peu des éléments de réponse qui permettent notamment par rapport aux symboles de mieux les comprendre, enfin, d'avoir une certaine forme de compréhension, peut-être succincte, mais au moins une compréhension qui puisse ensuite aider d'aller pour la pratique et voire même d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Mais elle est indispensable. Mais c'est pas pour autant que les personnes doivent être bouddhistes ou suivre ce courant. C'est plutôt pour avoir un aspect théorique, une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, mais ensuite la pratique n'a pas besoin de ça.
Ok, je fais un peu signe autour de moi parce que j'ai du monde qui gravite autour. Ouais, ça rentre, ça sort. Alors, effectivement, Mikao Usui, il était dans un contexte qui était essentiellement un contexte shinto-bouddhiste. C'est-à-dire que, eh bien, c'est comme Astérix et la potion magique. Il n'avait pas besoin d'en prendre. Voilà, il était naturellement shintoïste. Et vous dites d'ailleurs, il a été missionnaire du shintoïsme d'État, qui est une forme un peu particulière du shintoïsme. Hein. Dans certaines écoles, on nous explique la différence. J'ai expliqué tout ça dans mon livre, le parcours de Mikao Usui, les différentes sortes de Shinto, etc. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé d'apprendre tout ça. Hein. On peut juste pratiquer le Reiki, apprendre le Reiki et pas se soucier d'où ça vient, comment ça fonctionne, les bases philosophiques, etc. C'est comme l'électricité. Vous allez appuyer sur l'interrupteur, vous n'allez pas vous demander comment est produit le courant, comment il est acheminé, comment fonctionne l'interrupteur, etc. L'essentiel, c'est d'avoir de la lumière. Après, il y a des gens qui s'intéressent un petit peu plus. Donc, on n'est pas obligé, vous le confirmez, on n'est pas obligé d'être bouddhiste pour apprendre le Reiki. Pas du tout. Ah, pas du tout. Et vous utilisez un vocabulaire japonais, ésotérique, japonais. Comment ça se passe dans vos écoles, Alexandra? Oui, bien sûr, j'emploie ne serait-ce que pour les TJR, et puis ne serait-ce que pour les kotodama, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ces TJR et que c'est ces kotodama? Les techniques japonaises de Reiki. Ah, les techniques japonaises de Reiki, TJR. Et les kotodama, ce sont tous les 5 principes qui sont chantés en japonais, voilà. Donc ça fait partie aussi d'une forme d'ésotérisme. Ok. Voilà. Et toi, Jordan? Pareil, il y a ce côté japonisant en fait dans le vocabulaire, mais rendu accessible. C'est-à-dire que souvent, ça va être pour les préceptes, ça va être pour certaines des techniques, notamment les TJR, les techniques japonaises de Reiki. J'aime bien ensuite les présenter d'un vocabulaire plutôt français. Enfin, plutôt français, comme ça, c'est plus accessible pour les personnes. Et puis après, pour le reste, non, j'essaye vraiment d'être le plus accessible possible, tout en donnant un petit peu une présentation des différents mots que l'on peut employer, notamment, on parlait tout à l'heure du Byosen ou des ressentis, c'est un nom en japonais, et donc ça permet aussi d'amener un petit peu plus loin la compréhension. Bah, c'est un peu comme dans le yoga, en fait. À un moment, on utilise des mots sanscrits, ça se fait petit à petit, mais c'est quand même pas une obligation d'apprendre les mots. Alors après, nous, on pratique le Reiki depuis longtemps, tous les trois. Donc, quand on dit TJR, technique japonaise de Reiki, on sait parce qu'il y avait des pratiques qui sont plutôt occidentales et des pratiques qui sont plutôt japonaises. Il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui est complètement occidentale et qui a été récupérée par le New Age et même par des sectes. Puis, il y a le Reiki qui est venu du Japon, indirectement ou directement, où on est plus attaché, en fait, aux ouvrages du Reiki qui ont été faits par Mikao Usui ou après sa mort et par Sujiro Hayashi et par Madame Takata qui a eu une très grande importance dans la pratique du Reiki. En règle générale, il faut, Alexandra comme Jordan, il faut combien de temps pour se former à tous les degrés de Reiki si on veut devenir enseignant? Ça prend combien de temps chez vous? Et est-ce que vous formez des enseignants? Oui, moi je forme des enseignants. Après le temps, ça tout dépend de la pratique de la personne, l'envie qu'elle a envie. Je sais pas. Je mets pas de notion de temps moi là-dedans. Hein. Ça m'intéresse pas le temps. Ce qui m'intéresse, c'est la pratique et le ressenti. C'est tout. Voilà. Tu n'es pas Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine, l'OTAN, ça l'intéresse beaucoup. Oui, non, mais voilà, on ne parle pas du même temps. Et toi, Jonathan? Jordan, pardon. Et toi, Jordan? Moi, je forme pas d'enseignants, et pour le temps, c'est pareil, ça va vraiment dépendre du cursus de la personne, de sa motivation, de son implication. Par contre, ce qui est indispensable pour moi, c'est qu'elle puisse aussi revenir à des sessions de révision. Parce que c'est important. Souvent, on pense qu'en un stage, j'ai vu avec Corinne, pour son école, ça m'a demandé 5 ans et plusieurs révisions pour vraiment essayer de s'acclimater de plus en plus. Parce qu'il y a des choses, on dit si, je les connais, je les maîtrise, et on se rend compte que pas nécessairement. Et puis, ça fait toujours du bien de faire des petites piqûres de rappel. Alors moi, j'ai demandé que mes livres sur le Reiki, bien sûr, ils sont vendus, ils sont sur Amazon, mais j'ai demandé qu'ils soient partagés gratuitement. Notamment parce que parce que d'abord, c'est 20 ans de travail dans ma vie. J'ai travaillé 20 ans sur ces livres-là et je souhaitais les offrir au public. Bon, il y a sans doute des choses qui devraient être mises à jour maintenant. De temps en temps, l'année dernière, il y a 2 ans, on a fêté les 100 ans du Reiki. Il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit. C'est vraiment pas sympa. 2019, c'était les 100 ans du Reiki. C'était vraiment pas sympa pour Mikao Usui. Il faut dire qu'il y a eu un très grand engouement pour le Reiki à un moment, au début des années, à la fin des années 90, au début des années 2000.
C'était aussi un moment où il y a eu un grand intérêt pour le bouddhisme en Europe. Ici, au Brésil, le Reiki, c'est dans les meubles. On appelle ça des Reikians, les pratiquants de Reiki, les Reikians. Et j'étais très surpris quand j'ai eu 2 cancers et j'ai été hospitalisé pour mon cancer, pour enlever une tumeur qui était très importante, de plusieurs centimètres. Et donc, on m'a donné le menu de l'hôpital. J'étais dans une clinique privée. Et puis, je vois, alors moi, j'étais habitué à la France, où c'est très sectaire, très externe. Puis alors, je vois, on me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vois médecine traditionnelle japonaise, shiatsu, reiki, etc. Je suis fou, là. Alors, je téléphone à ma caisse de sécurité sociale privée, parce qu'ici, il n'y a pas de caisse publique. L'hôpital est gratuit au Brésil, mais on peut prendre une complémentaire pour pouvoir aller dans des hôpitaux privés. Bon, ça coûte très cher, mais bon, voilà. Alors, je téléphone et j'ai dit, voilà, bon, j'ai besoin de j'ai besoin de soins de Reiki. On me dit, mais monsieur, vous êtes à 100%, donc vous en prenez autant que vous voulez. Voilà. Et à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, du coup, j'ai eu plusieurs chirurgiens. Et le dernier chirurgien que j'ai eu, parce que j'ai été opéré plusieurs fois, en tout, j'ai eu presque 25 heures d'opération. Et le chirurgien, donc, il me dit, ah, mais moi, je pratique le Reiki pour la cicatrisation. Ça marche très bien. Et alors, moi, j'étais vraiment très étonné. Alors, du coup, j'ai rappelé ma mutuelle. J'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est remboursé? Il me dit, oui, mais vous avez rien avancé. De toute façon, vous donnez votre carte. Et alors, j'ai quand même demandé à parler à quelqu'un. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'en France, on nous emmerde comme ça? Les gens se font inculper pour parler l'exercice qu'il y a la médecine, etc., etc. Alors, il me dit, ben, au Brésil, on favorise l'aspect économique. C'est-à-dire que même si ça arrivait de la planète Mars et ça s'appelait Abracadabra, à partir du moment où il y a un effet thérapeutique et que ça limite la durée d'hospitalisation et le coût de l'hospitalisation, on rembourse. Voilà. Voilà. Donc, il y a une approche ici qui est tout à fait différente. Il y a énormément de Reiki. Il n'y a pas une ville du Brésil où il n'y a pas un centre de Reiki. Et moi, je suis très heureux de ça parce que c'est un très bel hommage pour Mikao Usui. Alors maintenant, j'aimerais que vous me parliez de Mikao Usui, parce que souvent, moi, j'aime bien penser à Mikao Usui. J'ai une petite photo de Mikao Usui chez moi. J'ai beaucoup de gratitude envers lui. Je le considère pas comme un gourou, mais je le considère comme un maître spirituel quand même, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup sur lui pour nous apprendre cette technique. Et puis, au Japon, on peut remarquer que sur sa stèle, eh bien, ses étudiants, il y avait 1 millier d'étudiants qui lui ont fait une très belle stèle de remerciements. On s'aperçoit que ce qui a été écrit il y a près de 100 ans maintenant, bientôt 100 ans, sur Mikao Usui, ben, ça s'est avéré vrai, parce que Mikao Usui, c'était une technique simple, héritière du Japon, qui n'avait pas besoin de s'appeler shintoïsme ou bouddhisme ou japonais, mais qui apporterait le bien-être et la paix à toute l'humanité et qui pourrait être partagé et contribuer à la paix. Et ça, c'est un truc qui est assez... je vais un peu monopoliser le crachoir. Quand je croise les gens qui pratiquent du Reiki, c'est comme quand on est homo, en fait, on a un guédard, on croise une personne, on sait qu'elle est gay, je sais pas pourquoi, mais on le sent, il y a des indicateurs. Et c'est pareil avec le Reiki. Quand je croise des Reikians, des gens qui pratiquent le Reiki, eh bien, c'est une question qui vient tout de suite, mais surtout quand on voit les gens se poser les mains, etc., tout de suite, il y a quelque chose qui passe entre nous. Est-ce que c'est une expérience que toi, tu fais, Alexandra Ah oui, de toute façon, je pense qu'on se reconnaît entre nous. On a peut-être un langage gestuel ou un langage au-delà des apparences qui fait qu'on se reconnaît. Oui. Oui. Après, tu parlais de Mikao. Écoute, pour moi, Mikao, ça a été un maître à penser. Surtout, moi, je vois ce petit bonhomme là, pendant la crise de choléra, donner du Reiki à tout le monde, sans se poser des questions. Tout le monde était par terre malade, et lui, il a posé les mains, il a fait. Et pour moi, c'est cette énergie que je garde et ce souvenir que je garde de Mikao. Voilà. Ouais, alors pour les personnes qui ne connaissent pas le Reiki, il est vrai que Mikao Usui, il a eu son expérience de Reiki entre 1914 et 1919, on ne sait pas exactement. Il y a eu un terrible tremblement de terre au Japon qui a foutu le Japon complètement par terre, et Mikao Usui, eh bien, il était dans la rue et tous les jours, il portait secours aux personnes, il leur donnait à boire, à manger, il donnait des soins de Reiki, des initiations de Reiki.
Et c'est un petit bonhomme, tout petit, tout maigre. On a une photo de lui, il a l'air d'avoir un gros ventre, mais en fait, il Oui. est c'est une tradition japonaise, c'est une référence au Bouddha. Et ce petit bonhomme, qui est beau, d'ailleurs, moi je le trouve terriblement beau, Mikao. Je suis dingue. J'ai tellement, cet homme, il a bouleversé ma vie, il m'a tellement apporté, et il l'a fait avec une telle humilité, une telle gentillesse. Il s'est pas enrichi avec le Reiki. Il a construit une énorme clinique. C'était quelqu'un de la haute aristocratie japonaise. Son cousin était l'empereur. C'était vraiment de l'agent de la très haute aristocratie qui venait apprendre le Reiki. Mais lui, il allait dans la rue. Il venait pendant l'épidémie de choléra. Qui a suivi le tremblement de terre. Il a exposé sa santé. Il a donné tout son argent. Il a donné son temps pour venir en aide aux personnes. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et souvent dans le Reiki, on l'oublie, les praticiens souvent l'oublient un petit peu. Et toi, Jonathan? Jordan. Et toi, Jordan? Moi, ce qui me touche beaucoup chez lui, c'est vraiment ce projet qu'il a eu de faire une clinique, vraiment de mettre un centre en place ou d'en faire plusieurs. Je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui serait intéressant si vraiment ça pouvait voir le jour en France, ou de mettre ça en place comme toi, tu l'as où tu es, Pascal. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est à la date de naissance et date de décès de Mikao Usui, c'est de me prendre un temps et de relire toute sa biographie. En fait, ça fait comme une petite piqûre de rappel. C'est une manière d'honorer sa mémoire. Et j'ai toujours quand même dans le cabinet une photo de lui. Alors, assez discrète parce que je voudrais pas que les gens l'assimilent à un gourou ou ce genre de choses. Mais voilà. Mais pour moi, juste parce que des fois, de porter un regard, ça permet aussi de se relier, de revenir vraiment à l'essence de sa pratique. C'est plutôt de l'ordre du symbolique, peut-être pour moi, mais je trouve que ça m'inspire beaucoup. Alors, pour les personnes qui connaissent pas le Reiki, je vais mettre la casquette à l'envers, ça fait moins rappeur. Après la mort de Mikao Usui en 1926, il y a eu une crise à la clinique de Tokyo, et il y a eu une scission. Cette scission, elle est due au fait qu'il y a un personnage du nationalisme japonais qui était aussi un étudiant de Mikao Usui, et le groupe s'est divisé entre les gens de la clinique, et puis ce groupe-là, et après, donc le commandant Hayashi, qui appartenait à la marine japonaise, eh bien lui, il a fait sa propre technique de Reiki, son propre manuel de Reiki. Moi, dans mes initiations, je ventile les 3 techniques, donc j'explique les 3 techniques avec les 3 manuels. Celui de Mikao Usui, celui du commandant Hayashi et celui de Madame Takata, qui est très simple. D'ailleurs, en règle générale, j'aime bien apprendre en premier le Reiki de Madame Takata. D'abord parce que c'est le premier que j'ai appris moi aussi. Et ensuite, je le trouve très simple parce qu'il suit le cheminement qu'on connaît bien, notamment quand on pratique le yoga. Et c'est une technique très très simple pour les Occidentaux. Vous, par rapport au commandant Hayashi et à Madame Takata, parce que Madame Takata elle a fini par être très très critiquée à cause des écoles de Reiki, ce que je trouve injuste. Personnellement, j'ai fait un livre d'ailleurs pour la défendre. J'ai fait aussi un livre avec pas mal de documents inédits qui m'ont été confiés par un prof de Reiki canadien qui avait directement accès au Japon. Donc, j'ai fait quelques livres sur les archives du Reiki, les 100 ans du Reiki, la psychologie du Reiki. Enfin, j'ai fait du cross-selling, comme on dit, d'un point de vue marketing sur le Reiki. Tous ces livres, vous pouvez les avoir gratuitement. Vous pouvez les acheter sur Amazon, vous pouvez me les demander gratuitement. Je les donne aux personnes qui me les demandent. Et je demande à mes interlocuteurs de les donner aussi gratuitement, qu'ils puissent circuler. Voilà. Vous, comment vous vous positionnez par rapport aux querelles qu'il peut y avoir dans les écoles de Reiki sur la question de Madame Takata, du docteur Hayashi? On va commencer par Jordan, parce que Alexandra, elle est plus ancienne, donc elle a vu toute cette Jordan qui est dans le Reiki. Comment tu as fait pour te débrouiller avec cette histoire? Moi, je te dirais que Corinne m'a pas mal aidé, et tes livres aussi. C'est vrai que ça a été une véritable inspiration. Dans les enseignements, j'essaye vraiment de donner le maximum d'informations aux personnes, comme le fait de toute façon Corinne, vu que je suis issu de son école. Par contre, j'ai pris un peu de distance avec les enseignements d'Awayo Takata, du discours qu'elle pouvait un petit peu avoir. Non pas que ça soit faux ou vrai, enfin c'est pas l'idée, c'est que je sois un petit peu moins en accord. Et par rapport à Hayashi, il y a certaines des techniques que j'ai conservées, que je trouve intéressantes, mais j'essaie vraiment d'essayer d'être le plus proche des enseignements d'Usui par rapport à son interview, par rapport à sa stèle. Donc ça a été vraiment des modes d'inspiration.
Mais pour autant, je vais pas aller casser du sucre sur le dos de Takata, même s'il y a des choses que je ne partage pas, et je peux en effet argumenter par rapport à ça, mais voilà, c'était aussi un contexte de l'époque, et puis on ne maîtrise sûrement pas tout, je veux dire, par rapport à ça. Elle a sûrement fait ce qui était nécessaire à ce moment-là, et peut-être que nous, on aurait fait pareil si on était à sa place, donc c'est difficile, et puis c'est facile de critiquer a posteriori. Avant d'attendre Alexandra, j'ai juste donné une petite explication aux personnes qui ne connaissent pas le Reiki. Madame Takata, elle a été formée à Hawaï. Hein, elle n'est pas une japonaise, elle est niçaine, elle n'est pas une japonaise du Japon, elle est une japonaise de Hawaï. Et donc, quand le docteur Hayashi est venu, il a fait un certificat devant un notaire, elle est passée à la radio avec lui, etc. Il a créé une méthode de Reiki très simplifiée pour les Occidentaux. Sauf qu'on était en 1940 et que eh bien, la Deuxième Guerre mondiale a explosé. Et pour Madame Takata, c'était très difficile de dire, voilà, le Reiki, c'est japonais. Le Reiki, ça vient du cousin de l'empereur. C'est pratiqué à l'intérieur de la marine japonaise. Voilà. Et c'est la haute aristocratie japonaise. Et l'école s'est scindée en deux sur la question du nationalisme, puisque nous, notre groupe, il est plutôt héritier de gens qui ont refusé le nationalisme. Mais il y a des groupes de Reiki qui ont continué en réalité le Reiki sous une forme complètement différente de la nôtre, notamment une différentes écoles au Japon, dont certaines ont une ampleur internationale, qui utilisent une certaine base commune avec nous, mais on n'a plus de contact, nos écoles ont plus de contact. Donc pour Madame Takata, c'était très difficile de se retrouver à Hawaï puis ensuite en Californie et d'arriver en disant voilà, Mikao Usui c'était le cousin de l'empereur, et voilà, etc. Donc elle a raconté une histoire du Reiki qui n'était pas juste, hélas. Je pense qu'elle l'a fait à dessein pour se protéger. Et cette histoire, elle a donné lieu à beaucoup de littérature. Or moi, je fais partie des personnes qui ont fait des recherches très approfondies en Europe, aux États-Unis, au Japon et au Japon et en Corée pour connaître exactement plus précisément l'histoire du Reiki, avoir accès aux archives. On s'est aperçu que eh bien, il y avait l'histoire qui avait été présentée aux États-Unis, c'était une histoire qui avait été construite autour d'un autre personnage contemporain de Mikao Usui, mais qui a très certainement été fait pour protéger Madame Takata, parce qu'à l'époque, les Japonais, ils allaient en camp d'internement. Et c'est oui. Oui. Donc c'est vraiment un miracle qu'elle n'ait pas suivi les 200 ou 300 000 Japonais du Japon. Certains sont restés en prison jusqu'en 1946. Hein. Donc ça a vraiment été un miracle que son école puisse être ouverte tout le temps de la guerre à Hawaï et ensuite qu'elle ait pu continuer après-guerre aux États-Unis dans le contexte de la Californie. Donc il est clair qu'il y a des adaptations. Après, moi, je trouve personnellement, je trouve que l'histoire de Madame Takata, elle est succulente. Son histoire, sa potion magique là, à base de jus de fruits et de légumes, je la fais assez régulièrement. Je dois dire que je me suis même traité de Covid avec les jus de fruits de Madame Takata. Et après, il y a beaucoup de choses qui ont été racontées autour de Madame Takata. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Phyllis Furumoto, qui est la petite fille. Elle avait donné des enseignements en Suède. Et il est clair que à l'époque, ça m'avait un peu semblé curieux ou magique, mais en vieillissant, j'ai expérimenté tellement de choses dans le Reiki que ça ne m'étonne pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte autour de Madame Takata sur sa gentillesse, sa disponibilité, sa capacité à aller directement à la source du mal-être de la personne et de mettre le doigt au niveau physique et au niveau psychologique sur l'origine du mal-être et avoir un traitement extrêmement rapide de la personne, ça me semblait un peu extraordinaire. Moi, j'ai jamais été très critique sur le Reiki. Moi, je suis un bon public. Moi, je suis un public naïf. Donc, on me dit un truc, je crois que c'est vrai. Voilà. Voilà. Mais j'ai une certaine candeur naturelle à croire tout ce qu'on me dit. Voilà. Mais en vieillissant, alors après, bon, bien sûr, mon sens critique se met en place, mais en vieillissant, je me suis aperçu que eh bien, c'était pas étonnant. Et toi, Alexandra, comment, par rapport à l'histoire, un peu, parce que toi, tu as connu le Reiki au début quand tu es arrivé en Europe, on avait une histoire falsifiée du Reiki. Comment tu as vécu ça Alors, au début, c'est troublant parce que, quelque part, tu t'es un peu déstabilisé par rapport à toutes ces histoires. Mais après, tu es tellement convaincu de ta pratique
que tout ça t'en fait fi, quoi. Et moi, comme je dis, il y a 3 boulangeries dans un village, chacun va à la boulangerie qui lui convient. Et moi, comme je dis, on appelle les élèves qu'on a besoin ou les personnes qui ont besoin d'un soin vers nous, et puis tout simplement, le soleil brille pour tout le monde. Et je ne veux pas rentrer dans une polémique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon d'être, de donner, parce que et quand tu donnes, tu reçois, c'est tout simple. Voilà. Alors, dans le temps, c'est une question que je vais vous poser en tant qu'enseignant, un peu moins Jordan, parce que je ne pas depuis très longtemps. Moi, j'ai formé il y a 3 ou 4 000 personnes au Reiki dans ma vie. Quelquefois, c'était des formations de 45 minutes sur une aire d'autoroute de quelqu'un qui m'avait pris en stop. Voilà. Pourquoi pas? Il faut s'adapter à la situation. Hein, Exactement. Le Reiki, il va où il doit aller. Et donc, vous, c'est quoi votre relation avec vos étudiants à ce jour? Vous restez en contact avec eux? Il y en a que vous perdez complètement de vue. Toi, Alexandra, ça se passe comment pour toi? Ah, moi, c'est toutes devenu des amis. On s'appelle quotidiennement, on s'échange beaucoup, on s'envoie du Reiki. Voilà, quand on ne sait pas, eh ben, on se pose des questions. On fait des groupes. On fait des groupes de partage aussi. Donc, mais je suis vraiment restée en contact. Bon, après, j'ai déménagé, donc je ne peux pas être en contact avec tout le monde. Mais une fois ou deux par an, on se téléphone et puis voilà, ça nous fait plaisir et on se dit où on en est, tout simplement. Voilà. Et toi, Jordan? Ouais, qu'il y ait un suivi, enfin, toujours une forme de contact, de relation, enfin, du relationnel, parce que j'ai déjà vécu ça dans d'autres écoles où en fait, une fois que tu es formé, tu es balancé dans la nature et tu te retrouves un petit peu seul. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand même d'avoir toujours ce côté noyau, de pouvoir poser des questions, de pouvoir continuer à pratiquer, de prendre des nouvelles. C'est quand même assez sympathique et ça crée une forme de communauté où on peut vraiment être là les uns pour les autres. Oui. Alors, maintenant, j'ai partagé mon expérience. Moi, il y a je suis souvent en contact avec des enseignants de Reiki. La plupart sont rentrés en rivalité avec moi. Notamment, tout le monde a en tête Christian Mortier et moi. Il y a un truc très intéressant, c'est qu'en 2015, j'étais au Salon du Japon à Paris, à Villepinte, et qu'il a préféré rester 2 heures dans une cabine debout à attendre que je m'en aille avant de me rencontrer. Ce que j'ai trouvé absolument ce que j'ai trouvé absolument grotesque. Donc, je voyais ses pieds. Il était dans la cabine. Et régulièrement, j'avais demandé s'il était disponible pour discuter avec moi. Donc, il y a des enseignants qui m'ont complètement diabolisé, qui me font mauvaise presse. Après, il y a des enseignants avec qui je suis assez régulièrement en contact. On s'aime bien, on s'échange des informations. Après, il y a des enseignants pour qui on a plus ou moins de tendresse. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup Pascal Lemaire. Je vous aime tous les deux. Mais Pascal Lemaire. Merci. J'aime tous les deux. Vous avez des super bons de Reiki, des super praticiens. Pascal Lemaire, c'est une femme qui m'a profondément impressionné parce qu'elle a fait beaucoup de voyages au Japon. Elle a reçu des cours dans toutes les lignées de Reiki pratiquement. Et elle est très humble. Et j'étais très content d'aller chez elle, j'étais très content de faire des stages de Reiki avec elle. Elle était très mal à l'aise avec moi au début parce que j'ai ma réputation. Voilà, j'ai la réputation. Voilà, j'ai la réputation de faire fermer les centres de Reiki. Voilà, de faire fermer les centres de Reiki. Que j'ai jamais fait. Hein. Il y a quelqu'un qui en Suisse s'est complètement senti persécuté par moi. Christian Mortier, c'est quelqu'un qui s'est senti aussi persécuté par moi. J'ai jamais persécuté, j'ai jamais eu un mot grossier envers lui. Au contraire, je suis tout à fait ouvert. Sauf que je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, c'est-à-dire son Reiki tantrique, puis son association, etc., etc. Le Reiki, c'est quelque chose de libre. Moi, je pense qu'à partir du moment où on essaye de mettre le Reiki dans une boîte et de le contraindre et de le formater pour qu'il rentre dans le système, ça, le Reiki donne des ruades, rue dans les brancards. Vous faites partie, Alexandra, tu fais partie d'une association de maîtres Reiki ou tu es comme la plupart d'entre nous? Ah non, moi je suis libre. Et toi, libre. Non, j'avais à l'époque fait partie du Komyo, l'association du Komyo Reiki, mais c'est tout. Okay. Au niveau du Reiki, moi j'ai commencé par l'Alliance Reiki, on devait verser une redevance
à Phyllis Furumoto, à The Reiki Alliance, pour avoir le matériel et les diplômes. C'est quelque chose dont qui m'a pas plu, à vrai dire. Voilà. Vous reversez quoi que ce soit à qui que ce soit ou... Non. Non. Bon, ok. Donc ça, je pense qu'une des volontés de Mikao Shui, justement, c'était justement ça. C'était que, bien, on soit autonome. 2, il n'y a pas de structure pyramidale. Et 3, Mikao Shui, alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé avec Mikao Shui, c'est autant vous pouvez aller enseigner le gratuit gratuitement dans les plus bas-fonds de Kyoto ou de Tokyo, autant quand c'était des gens de l'aristocratie, ils leur demandaient 2 ans de salaire d'un instituteur. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire, ce côté Robin des Bois chez Mikao Shui, parce que j'ai ça dans mon thème astral avec ma Mercure et ma Vénus, la façon dont ils sont positionnés sur le même degré à l'opposé. J'ai un côté Robin des Bois. J'aime beaucoup ce côté pour Mikao Shui. Pour vous, est-ce que le fait que les personnes puissent payer ou pas, c'est un obstacle à donner des enseignements ou donner du Reiki? Attends, ça veut dire quoi payer? C'est-à-dire que est-ce que ça vous arrive de donner des soins gratuitement et des initiations gratuitement? Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Moi, les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas de sous, oui, bien sûr. Ouais. Ça va de soi. Alors nous, pour pas faire de guerre entre les étudiants, j'ai adopté le système de Guylaine Lanctot. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, le tarif c'est ça. On ouvre des bourses à 0 pour les personnes qui peuvent vraiment pas. Et puis les personnes qui veulent donner plus peuvent donner plus. Et ce qu'on était très surpris, c'est que il y a des gens qui payent pour les autres. Et c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand on fait appel à la conscience des individus, ben ils se positionnent en conscience. Alors souvent on nous reproche dans le Reiki de l'aspect financier du Reiki, c'est-à-dire que on nous dit ouais mais alors pourquoi le Reiki c'est pas gratuit? Alors moi je leur dis la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la quête à la messe? Voilà. C'est-à-dire que l'enseignant de Reiki, il y a des gens qui ont le Reiki en plus, puis il y a des gens qui ont un cabinet, qui ont dédié toute leur vie au Reiki. Et moi, j'estime que la rétribution, elle est juste. Par exemple, par rapport aux cours de gnose aussi, on me dit, voilà, il y a des cours qui sont très chers, etc. Ça, normal que ça, je dis oui, mais j'ai un système de bourse. Il y a des gens qui payent rien. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont mal à l'aise par rapport à ça. Moi, je suis pas du tout mal à l'aise par rapport à ça. Vous, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Je sais que c'est un sujet un petit peu. Moi, je suis dans le continent américain. Donc ici, tu rencontres une personne au Brésil comme aux États-Unis, et la première chose qu'ils te demandent, bonjour, comment tu t'appelles, tu viens d'où, combien tu gagnes par an. Voilà. Donc ici au Brésil, aux États-Unis, ça pose aucun problème. C'est de communiquer. Je sais qu'en France, c'est un petit peu plus délicat. Par rapport à ça. Par exemple, vous, est-ce que vous faites payer pour les soins? Est-ce que vous faites payer pour les initiations? Moi, je fais payer pour les soins, pour les initiations, oui, un stage, parce que ça me permet aussi d'évoluer, d'apprendre encore plus et de redonner, quoi. De toute façon, que ce soit dans le Reiki ou autre, quand tu vas faire des cours de peinture ou des cours de modelage, tu payes. Et après, tu redonnes. Donc, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que là, on te dit, oui, mais c'est du spirituel, c'est de l'ésotérisme. D'accord, mais bon, il y a un apprentissage derrière. Et moi, ça me permet d'évoluer. Et le temps que je passe avec vous, c'est un temps que je pourrais passer ailleurs en travaillant chez un patron. Voilà. Donc, c'est pareil. Bah, je suis tout à fait convaincu. De toute façon, c'est pas le Reiki qu'on paye, c'est le temps du praticien. Bah, bien sûr. Et son évolution aussi, parce que ça nous permet d'évoluer. Et sa disponibilité, et parce que c'est aussi un tous les supports pédagogiques, tout ce qui est fourni aussi. Il y a tout cet aspect-là aussi. Oui. Oui. Jordan, vas-y. Bah, moi, comme Alexandra, pour moi, il y a une rétribution qui me paraît normale. Il y a un tarif pour les consultations et les initiations. Par contre, ce tarif est toujours, je dirais, il me paraît justifié et juste pour les personnes. Pas trop haut, pas trop bas. Enfin, faut, je pense, être équilibré par rapport à ça. C'est vrai que quand on voit certaines sommes, on peut se poser des questions, ça peut être difficile. Donc, je pense que c'est aussi une posture personnelle de la part de l'enseignant ou du praticien de trouver la somme qu'il souhaite demander qui paraît la plus cohérente par rapport à son noyau, parce que c'est vrai que quand on est en campagne ou quand on est en grande ville, c'est vrai que les tarifs sont souvent différents que je vois avec d'autres confrères. Et là, c'est pareil, ça demande de s'adapter.
Mais ça paraît logique qu'il y ait une rétribution de par ce que l'on donne, ce que l'on propose, et le suivi notamment derrière. Enfin, c'est important, ça. En fait, c'est pas le Reiki qui est payant, c'est le temps que le praticien ou l'enseignant va donner, va offrir pour se montrer disponible, et le travail qu'il fait en amont et en aval pour vivre. Dispenser, bien sûr. Ok. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier? Alors, bien entendu, on aura. J'aimerais avoir Pascal Lemaire et Corinne Bouty ensemble. Je vais voir si c'est possible avec toutes les deux. Et il y a Patricia et Lydie Bonnet, parce qu'il y a aussi Lydie Bonnet qui est super sympa avec son mari qui fait les bols tibétains. Ils sont tous les deux à Perpignan. Et donc, le Reiki m'a permis aussi de rencontrer des personnes extrêmement singulières. Vous, parce que vous êtes des personnes singulières et uniques, et je suis très content de vous avoir dans ma vie, de vous avoir rencontré. Mais le Reiki, c'est aussi un passeport. C'est fou quand on voyage, que ça soit en avion, que ça soit dans un autre pays, paf, on tombe chez... c'est comme quand on est franc-maçon ou quand on est homo, on rentre dans une communauté et on rencontre des gens extraordinaires. Et dans le le Reiki, moi j'ai quelques expériences très singulières à vous raconter sur le Reiki. Je vais vous en donner deux. Je vais monopoliser un peu le crachoir, mais tout le monde sait que c'est mon habitude. La première, c'est qu'un jour, je vais dans la crypte de Saint-Gilles-du-Gard. Et puis je tombe sur une dame, une coiffeuse, qui avait fait ses 2 degrés de Reiki, qui allait passer son train, qui était complètement paniquée parce que à l'époque la dame lui demandait, je crois que c'était 65 000 francs, je crois que c'était à l'époque, pas loin de 10 000 euros pour faire son 3e degré de Reiki. La dame venait de Roumanie. Et puis au moment où en fait elle était là, la dame en question arrive dans la crypte et puis elle était elle se captait les ondes avec des antennes de bovis, ça faisait tout un cirque, enfin, c'était grotesque. Et donc, la dame qui était là et qui était désespérée, je suis tombé sur elle par hasard, et son enseignante de Reiki est venue aussi par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, comme tout le monde le sait. Voilà. Mais c'était une situation qui était complètement grotesque. Et alors, ça, plutôt que, en fait, il y avait 2 possibilités. C'était mettre la personne qui avait reçu le Reiki avec elle en doute par rapport au Reiki, qu'elle s'effondre psychologiquement, ou qu'elle trouve son indépendance. C'est-à-dire, voilà, je garde le Reiki, mais je rejette l'enseignant. Voilà. Après, d'autre part, ça, c'est une expérience plutôt négative. Une expérience plutôt positive. J'ai pas toujours eu des sous dans ma vie, et donc j'ai été voiturier dans un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles en France, pardon, dans un hôtel 4 étoiles. Et puis j'ai des clients américains très sympas qui m'aiment bien et puis qui en ont marre de me faire voir le voiturier, et qui me disent mais t'as l'air bien intelligent pour un voiturier. Je dis merci, c'est gentil, j'ai pas trop l'air con quoi. Et donc ils me disent vous pouvez nous faire visiter la ville. Alors j'ai dit bien sûr, je vais vous faire visiter la ville. J'habitais à Arles à l'époque. Et donc, je leur fais visiter Arles. Et puis, je leur dis, bon, ben voilà, maintenant, vous allez fermer les yeux. Je vais vous faire visiter Arles à l'époque des Grecs, puis Arles à l'époque des Romains, puis Arles à l'époque, moi, tout le monde sait que j'aime bien l'histoire. Et donc, Arles à l'époque du Moyen-Âge. Et je vais vous donner une vision que vous, en tant qu'Américains, vous n'avez pas parce que vous êtes dans une civilisation nouvelle. Et ça, alors, ils ont adoré. Et donc, du coup, à chaque fois que ils se sont donné le numéro, et j'avais des gens qui venaient à l'hôtel rien que pour me rencontrer. Donc, je servais de guide. Et je me retrouvais avec 400, 500 dollars de pourboire en une soirée. Pour moi, c'était une fortune. À l'époque, j'avais vraiment pas vraiment d'argent. Je mangeais pas à ma faim. Et en plus, j'habitais chez un copain. Et donc, j'ai trouvé ça absolument dingue. Et puis, un jour, je tombe sur une dame, un juge et sa femme, et qui habite en Caroline du Nord, et puis ils me disent, il me raconte toute sa vie, comment on lui faisait de la magie noire, parce qu'on est près de la Caraïbe, en Caroline du Nord, comment c'était sa femme qui prenait tout, qui tombait malade, elle a été paralysée, elle a été possédée, elle avait des trucs, et comment il y a une prof de Reiki qui les a aidés. Le juge et sa femme ont appris le Reiki. Du coup, on est sympathisés, on est restés en contact pendant 2 années, et avec leur prof de Reiki aux États-Unis. Donc, je trouve invraisemblable ce que crée le Reiki. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de personnes différentes qui pratiquent le Reiki. Certaines sont complètement égocentriques, sont dans un truc gouroutique. D'autres stériles, qui, à mon avis, mènent à rien, que se casser la gueule. Et d'autre part, je suis tombé sur des gens complètement hors contexte. C'est-à-dire, imaginez qu'un juge à la Cour suprême de l'État de Caroline du Nord puisse pratiquer le Reiki
et sa femme aussi, qui me mettent en contact, etc., que j'en vienne avec eux et qu'ensuite ils m'envoient des gens pour me rencontrer, pour visiter la ville, je trouve que c'est des situations de ouf. Vous avez un vécu un peu, vous pouvez parler un peu de l'effet qu'a eu le Reiki dans votre vie, ça a créé des singularités que Alexandra, raconte-nous un peu, t'as dit. Alors moi, ça fait pas très très longtemps. Il y a 9 ans, j'ai fait le périple de Marie-Madeleine. J'étais à Gardarèche et je suis allée voir une grotte. Et dans cette grotte, il y a une dame qui m'a attrapé les mains et qui m'a dit « Oh là là, tu as une énergie. Est-ce que tu fais du Reiki ?» Et je l'ai regardée, j'ai dit « Oui. »« Ah, ben t'es ma Marie-Madeleine. Tu peux m'initier ?» Et je l'ai initiée. Voilà, donc ça a été une rencontre magique, surtout sur ce chemin que je trouve très très beau. Et c'est une des rencontres qui m'a beaucoup beaucoup marquée. Et je garde un souvenir de cette énergie, de cette journée magnifique. Après, j'en ai eu d'autres, hein, mais celle-là, pour moi, ça a été la plus flagrante et la plus magique. C'est tout. On a des belles rencontres. Et Oui. toi, ça t'est arrivé de te choper avec des enseignants de Reiki qui étaient un peu dans le trip guru? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Bah, disons que j'étais au début, oh, c'est pas le Reiki. Bon, enfin, je pensais que je voulais être quelqu'un de pur et tout, donc j'ai agressé beaucoup, beaucoup de monde parce que je disais c'est pas du Reiki, ça, c'est n'importe quoi. Vous me mettez au symbole, il y a que 4 symboles. Enfin bon, voilà. Et en fait, avec l'âge, tu te calmes et tu te dis, chacun a son enseignement et puis c'est tout. Mais oui, bien sûr. Et puis, comme j'ai pas la langue dans la poche, tu penses bien que j'ai pas eu que des amis dans ma vie aussi par rapport au Reiki. Mais oui. On n'a pas essayé de te tuer, toi. Ouais. On n'a pas essayé de te tuer, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Mais je me suis assagie. Parce que, ouais. Quand je brandissais la pancarte, je le faisais vraiment. Oh, Corinne a dû me connaître. Elle doit t'en parler aussi de ça. Ouais, j'en ai discuté avec elle. Oui. Oui. Et toi, Jordan? J'ai pas nécessairement eu ce type d'expérience, mais il y en a une qui m'a quand même marqué. Vu que j'avais à l'époque les 2 casquettes, j'étais auxiliaire de vie, donc en EHPAD, et en même temps praticien. J'ai eu, grâce au Reiki, la force, le courage de me positionner pour demander à ce qu'il y ait des ateliers de Reiki pour les résidents, donc que ce soit gratuit. Et je prenais sur mon temps de travail pour ça. Donc ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais pas nécessairement d'accord. Enfin, c'est difficile à un moment de trouver un accord entre une institution, l'accompagnement des résidents, la charge de travail à côté. Donc c'était un petit peu difficile, mais le peu que j'ai pu offrir, ça a été vraiment une magnifique expérience. Oui. Et au niveau conflit, ça t'est arrivé d'avoir des conflits avec des autres praticiens de Reiki? Oui. Puis un petit peu comme Alexandra, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et puis quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Donc c'est vrai que c'est parfois. J'essaye de m'assagir, mais ça va me demander encore, je pense, quelques années. Ok, c'est bien, de toute façon, c'est comme ça la vie. Alors maintenant, on va être plus pratique, plus technique. Alexandra, si on veut te joindre, d'abord où tu habites, tu as un site internet, etc. On va mettre tout ça dessous, hein, parce que là, on est enregistré, donc au montage, on va mettre tout dessous. Mais comment ça se passe, comment on peut prendre contact avec toi, etc. En fait, tu veux mon 06, quoi, c'est ça? Non, j'ai 4000 dans mon répertoire. Des fois, je me réveille le matin, je vois vous avez 3800 messages. Donc, je suis à 10 km de Draguignan, dans le Var, dans un petit village qui est bien sympa, qui s'appelle Flyosque. Voilà, on est entouré de forêts, de bois, de vignes, de chevaux. Enfin, bon, voilà, c'est un joli petit village. Et puis oui, j'ai un site de Reiki où je vais jamais, mais bon voilà, il existe. Voilà, c'est Reiki Liberté 83, tout simplement. Et puis, si vous voulez le 06, Pascal l'écrira en dessous. Voilà. Ok, on mettra ça en dessous en inscription. Comme je vous l'ai dit au début, on enregistre et puis ensuite on fera des
Des recoupements, voilà. Alors, il y a peut-être des parties que je vais couper ou des parties qui seront inversées. Donc, vous inquiétez pas. Tu fais Vraiment, comme tu peux. voilà, je vous montrerai tout ça avant de le mettre en ligne. Ouais. Et c'est libre de droit, vous pourrez l'exploiter de votre côté. Et D'accord. toi, Eh ben moi, je suis j'ai 2 cabinets, un à Montargis, donc dans le Loiret, et un autre à Beaune en Côte d'Or. Donc on peut me joindre soit par téléphone, donc Pascal le mettra. J'ai un site internet, donc jordan-énergéticien.com, et je suis aussi sur Facebook et YouTube. Donc si vraiment les gens veulent me contacter, il y a de quoi faire. voilà, ok. Alors, maintenant, vous avez libre antenne. Vous voulez dire quelque chose de particulier Alexandra. Qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, moi, j'ai pas mal d'étudiants, j'ai pas mal de téléspectateurs et j'ai pas mal d'étudiants. J'ai environ 4000 étudiants par an qui passent dans les différents groupes. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour apprendre le Reiki. Qu'est-ce que toi, tu aurais à leur dire en particulier s'ils sont dans ton coin? Venez tester le Reiki, tout simplement. Si ça vous appartient, vous continuerez. C'est tout. Ok. Et toi, Jordan, alors toi, tu es… Si vous avez envie de découvrir, tester, vraiment, sentez-vous libre, parce qu'il n'y a pas d'engagement de toute façon, donc sentez-vous libre d'expérimenter, et c'est vous qui ferez ensuite, qui prendrez votre propre décision. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux. Merci à toi de nous avoir conviés. Moi, j'adore faire ce genre de trucs. C'est génial. J'aime bien mettre les gens en relation, et surtout, moi, le Reiki, ça m'a fait tellement de bien. Ça a tellement été un événement dans ma vie. Je n'arrive pas à concevoir ma vie sans le Reiki. Qu'est-ce que je serais devenu sans le Reiki? Je me pose même pas la question. Ça a eu un tel pouvoir de transformation sur ma vie, et quand une chose nous fait du bien, on a envie de la partager avec l'autre. On va peut-être bien sur sûr. ça. Jordan, toi, le Reiki, ça a été quoi pour toi dans ta vie? Pour moi, une aide et un vrai soutien dans les phases d'épreuves, de difficultés. J'ai vraiment senti, contrairement à d'autres pratiques que j'ai pu faire, j'ai expérimenté pas mal de choses, j'ai fait pas mal de formations, mais c'était toujours le Reiki qui revenait, qui m'accompagnait le plus. Et parce que ça donne du sens, parce que pour moi, c'est véritablement un art de vivre. Ok, toi, Alexandra? Moi, le Reiki, c'est mon compagnon de tous les jours, tout simplement. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est mon amant. C'est mon amant. Encore le fiancé. Alors, surtout, le Reiki, c'est quelque chose de très sérieux à pratiquer. C'est vraiment quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. Mais surtout, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Oui. Voilà. Ça reste très vivant. Donc, le Reiki, c'est un enseignement qui n'est pas académique, qui n'a pas vocation à être enseigné à l'université, qui n'a pas l'opportunité de donner des associations, des fédérations, etc. Le Reiki, c'est quelque chose de complètement libre. C'est un art de vivre, comme le judo, comme le karaté, comme l'ikebana, comme le judo, comme les différents do. C'est une voie. Et donc, c'est à vous de l'apprivoiser. Au final, vous vous apercevrez que c'est vous qui avez été apprivoisé par le Reiki, en fait. Oui, c'est surtout ça. Voilà, bon, les amis, merci beaucoup. Vous voulez dire un petit mot avant de partir? J'ai été très heureuse de vous rencontrer tous les deux. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, il y a quelques cellules qui brillent ce soir. Moi, j'étais ravi de passer de partager ce moment et puis de vivre cette première expérience avec vous, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc, ravi. Ok. Alors, j'ai un cadeau pour tous les deux. Donc, je vous convie à l'intégralité des cours 2023. Donc, on vous donnera le lien. Donc, on a commencé un cours de gnose chrétienne. On a ensuite un cours de gnose maçonnique qui suit, puis ensuite un cours de gnose juive qui est concentré sur la Kabbale, et on a un cours de gnose bouddhique qui est permanent. Mais toi, Alexandra, tu connais ça depuis longtemps. Tu avais fait le cours de Bordeaux. Il y a une petite anecdote sur ça, c'est que Corinne me téléphone et tu peux venir donner un enseignement à Bordeaux? J'ai dit oui, bien sûr. Elle me dit combien de personnes? J'ai dit 20 personnes maximum. Je suis arrivé et 110 personnes.
Alors, c'était très drôle, voilà. Et donc, c'est un peu le Reiki, il est fait de plein de singularités comme ça. Je pense que je reviendrai pas en France avant 2027. Je suis très heureux de vous retrouver avant 2027. Vous savez que c'est pas très facile pour moi ici aussi. J'ai des ennemis qui sont puissants et déterminés. Enfin bon, on fait avec. Bien écoutez, donc voilà, donc je vous invite tout au cours de l'année. Donc, le secrétariat vous donnera les liens si vous voulez nous rejoindre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez les voir en replay aussi. C'est beaucoup d'heures de cours. Hein. Rien que cette année, c'est les 3 cours, c'est plus de 120 heures de cours. Ok. Voilà. D'accord. Voilà, mais on fait, ça permet de positionner beaucoup de choses. Mais en tout cas, le cours de gnose bouddhique, vous y êtes invité en permanence, comme tous les profs de Reiki avec qui je suis. Et on a l'occasion de temps en temps, dans le cours de gnose bouddhique, d'envisager la place du Reiki dans les techniques préternaturelles, c'est-à-dire ce qui est lié à la vitalité, à la recherche de vitalité, et vouloir sortir toutes ces mémoires traumatiques qui ont tendance à taper la porte et à faire souffrir. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, et si ça vous tente, de temps en temps, on peut faire des petites émissions comme ça en commun sur ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, c'est bien. On pourra en faire tout le monde ensemble avec Pascal, avec Corinne et avec Lydie. C'est pas tout, et Patricia, c'est pas toujours très facile au niveau des emplois du temps parce qu'on a tous des emplois du temps. Rien que tous les 3 cette semaine, ça a été coton pour trouver. Oh, mais moi en duo avec Alexandre, enfin le trio avec Alexandra, moi ça me va bien. Bon, bah voilà, même un duo tous les deux, ça nous irait bien aussi. Bah oui, très bien. Ça, c'est mon côté partouzeur. Voilà. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, pour les. Je vous embrasse. Alors, pour les auditeurs de la chaîne, alors restez en ligne parce qu'on va continuer à discuter ensuite. Pour les auditeurs de la chaîne, évidemment, le cours de gnose chrétienne, il est commencé. Le dimanche 8 janvier, vous aurez un cours qui est consacré à Elon Musk. Vous avez un cours de Gnose Zéro qui est consacré à l'introduction à la gnose, qui est plutôt décidé aux adolescents ou aux jeunes adultes ou de personnes complètement ignorantes en matière de gnose. Vous ne le serez plus après le cours. Vous avez le cours de Gnose 1 qui va recommencer à partir du mois de février. On finit le cours de Gnose 1 du deuxième semestre 2022. Le cours de Gnose chrétienne, il est commencé et il est clos. Le cours de Gnose maçonnique est ouvert. Il y a déjà 50% des inscriptions qui sont validées. Et le cours il sera au mois de mars. Et au mois de fin juin, début juillet, vous aurez le cours annuel de Gnose juive, qui sera consacré à la Kabbale, l'apprentissage de la Kabbale. Et il y a déjà 50% des places qui sont occupées. On se retrouvera de toute façon. À chaque semestre, on a un cours de Gnose 1 qui nous permet de faire le point sur la gnose bouddhique. Et si vous êtes praticien de Reiki, vous allez voir la place de la technique de Mikao Usui dans ce qu'on appelle le domaine préternaturel, c'est-à-dire le domaine de la vitalité. Comment se connecter à la vitalité, comment rester en vie. C'est ce que voulait Mikao Usui, puisqu'il ne trouvait pas de sens à sa vie, il avait envie de mourir, il a fait une technique du zen qui était bien où je comprends le sens de ma vie, où je préfère mourir, et c'est ce qu'il a fait. Anshin Ritsume, c'est une vieille technique du bouddhisme zen, c'est une technique de samouraï, je vous la conseille pas, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, voilà. Mais voilà, c'est ce qui nous a, c'est son sacrifice et son côté touche à tout et aussi son côté jusqu'au boutiste qui fait que Mikao Usui nous a légué cette merveilleuse chose qu'est le Reiki. Voilà. Vous avez régulièrement des pratiques au temple, c'est-à-dire vous avez des pratiques de yoga, de Hatha Yoga, vous avez du Kundalini Yoga avec des initiations Kundalini Yoga, il y a le travail de trame qui est fait pour Nicolas, vous avez aussi l'astrologie, le Naikan, l'Ikigai, la numérologie, le travail de trame que je viens de citer, et puis un certain nombre de techniques dont la plus aboutie est la technique du Yidan, c'est-à-dire on va identifier votre divinité tutelle dans le bouddhisme tibétain et vous permettre de faire la pratique. C'est ce qu'on appelle la génération, l'incorporation et la dissolution de la divinité. Ça a l'air très pratique, mais pour résumer, c'est comment être soi-même et être bien dans ses pompes et gentil avec les autres sans se faire avoir. Voilà. Les amis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Les personnes qui sont là restées en ligne, on continue hors antenne. À très bientôt. Ciao.